à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, donc un projet de blog interactif à portée sociale sur la santé mentale et la ludification. Donc aujourd'hui, on reçoit avec grand plaisir un collaborateur, David Couteau, aussi appelé professeur Board Game. Donc salut David. Salut Elsa, ça va bien? Oui, ça va très bien. Dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va explorer, c'est tout ce qui est l'univers des jeux de société dans l'enseignement. Donc, David va nous partager un peu son expérience dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine aussi des jeux de société, puis comment arriver à combiner un peu les deux. Il va nous parler de lui, ses expériences dans les deux domaines. Donc, peut-être pour commencer, justement, que tu peux nous partager un peu ton parcours dans le domaine de l'enseignement? Oui, j'ai commencé j'ai fait mes études secondaires dans la région de Sorel-Tracy, d'où je suis originaire. Donc c'est en banlieue lointaine de Montréal, là, sur la rive sud. Et après ça, j'ai fait un cégep en sciences de la nature, parce que les sciences, c'était le sujet qui m'intéressait beaucoup, mais sans trop savoir où m'en aller après ça à l'université. Puis finalement, après mon cégep, j'ai opté pour aller à l'UQAM, faire un bac en enseignement des sciences au secondaire. Donc, effectivement, je suis devenu enseignant en sciences et technologies, mais c'est vraiment ce que je visais, j'ai étudié pour faire ça. Parce qu'on sait de nos jours, des gens en enseignement, ils ont des backgrounds un peu partout. C'est pas nécessairement tout le temps des gens formés en enseignement, même formés dans la matière, qu'ils sont pris pour enseigner, mais bon, c'est une autre jungle, l'enseignement. Et après mes études, j'ai décidé de revenir à Sorel parce que, dans le fond, il y avait quand même beaucoup de débouchés en enseignement dans ma région, surtout pour les sciences. C'est pas une matière qui manque de job présentement, l'enseignement des sciences, des maths aussi, là. Donc, il y avait déjà de l'emploi dans ma région, donc je suis revenu, puis dans le fond, ça fait déjà 14 ans que j'enseigne au secondaire. En sciences et technologies, j'ai enseigné secondaire 1, 2, 3, 4. J'ai fait à peu près tous les niveaux. Évidemment, au début d'une carrière d'enseignant, on se promène pas mal d'une année à l'autre. Des fois, on a un groupe d'un niveau, deux autres groupes d'un autre niveau. On a des tâches un peu difficiles dans les débuts, donc j'ai pu goûter un peu à tout ce qui se faisait au secondaire. J'ai même goûté aux vieux programmes que moi j'avais fait là, quand j'étais jeune, là, bon, tu sais, sciences physiques, techno, ces affaires-là. J'ai même eu la chance de les enseigner un an avant que la réforme arrive, là. Puis après ça, bon, la réforme est arrivée, puis on a tout changé le contenu. Là. Maintenant, ça s'appelle sciences et technologies. Fait que tous les cours, dans le fond, de sciences de secondaire 1 à 4 sont un peu tous mélangés. Fait que je peux faire de la bio pendant un mois, l'autre mois, je peux faire de la chimie, après ça, de la physique. Puis on fait de la techno aussi à chaque année. Là, on fait une espèce de petit projet, puis on a des concepts à couvrir en techno. Fait que le cours de techno, pour un parlant, n'existe plus, mais il est intégré dans nos cours de sciences à nous. Donc, j'ai enseigné tous ces niveaux-là. Mais j'ai été principalement en secondaire 1 et 2 pendant peut-être 8-9 ans là, de suite, après que j'ai eu une certaine stabilité dans ma carrière. Fait que c'est la clientèle que j'ai peut-être le plus explorée, là, secondaire 1 et 2, premier cycle, avec des plus jeunes. Puis cette année, j'ai changé d'école, en fait, j'ai changé de niveau. J'ai décidé de m'en aller en secondaire 4 pour de nouveaux défis et ça a été une année de changement, mais ça a été une grosse année qui a fini un peu abrupte là. Évidemment avec la pandémie, les écoles ont fermé du jour au lendemain, puis c'est ça, ça fait un peu bizarre de finir mon retour en secondaire 4 un peu comme ça, mais c'est un peu le parcours que j'ai fait là pour l'enseignement. J'ai aussi été impliqué dans plusieurs choses, notamment les expos sciences. Dans le fond, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans l'organisme des expos sciences, comme accompagnateur, comme juge. J'ai été dans des expos sciences régionales, provinciales, pan-canadiennes là, pendant plusieurs années aussi au début de ma carrière. Fait que ça m'a permis un peu d'explorer aussi cette facette-là, puis de voir ce projet-là. Puis évidemment, on l'a fait dans les écoles pendant des années aussi, de chapeauter ce genre de projet-là avec les jeunes là, pour les expos sciences. OK. Donc, j'en comprends que tu es un mordu de sciences aussi. Oui, effectivement. C'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner les sciences et non le français. Ah oui, entre autres. Puis je trouve ça intéressant, je vais faire un petit partage ici, mais je me souviens que j'avais adoré mon cours de technologie quand j'étais au secondaire. Donc je trouve ça intéressant de voir qu'ils l'ont pas juste totalement exclu comme certains cours comme économie familiale que moi aussi j'avais adoré, mais qui ont décidé vraiment de l'inclure dans un programme combiné, donc sciences et technologie. Je trouve vraiment intéressant. Puis pour parler, puis travailler quand même avec des jeunes aussi de mon côté, je me rends compte que c'est un cours que les jeunes adorent. Donc, et que souvent, ils m'en parlent, comme ils sont en train de construire des robots, ils sont en train de construire des projets quand même qui viennent chercher leur côté plus créatif.
C'est vraiment intéressant. Puis souvent aussi, les élèves qui tripent sur le côté techno, le côté création, puis fabriquer quelque chose, souvent, c'est les élèves qu'on voit pas le reste de l'année. C'est des élèves que, bah, je leur enseigne des choses en chimie, ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête, ça les intéresse pas tant. Puis là, on arrive dans la techno, puis là, c'est comme, là, ils participent, puis ils embarquent là-dedans dans les projets, puis là, ils sont comme, hey, le cours est déjà fini, ça a passé super vite aujourd'hui. Puis là, tu vois qu'il y en a qui ont vraiment beaucoup d'intérêt pour ce côté-là. Fait que c'est le fun qu'il l'ait gardé. C'est sûr que le fait qu'il soit mélangé avec tout le reste des sciences, pour certains élèves, ça a du bon, pour d'autres, ça a du mauvais. Bon, est-ce qu'il y a une formule qui est meilleure qu'une autre? Je sais pas. Mais c'est clair que je pense que cette partie-là est importante, puis elle a encore sa place dans les programmes d'enseignement. Effectivement, je trouve ça intéressant ce que tu nommes. Je vais faire un peu le parallèle, exemple, avec les cours d'éducation physique. Il y a des gens qui ont besoin de bouger, d'être actifs. Donc, les cours d'éducation physique leur permettent d'aller chercher ça à l'école. Puis sûrement que les cours de technologie aussi, ça vient chercher peut-être les enfants adolescents un peu plus calmes, mais qui ont vraiment ce côté-là créatif, puis qui ont besoin d'aller chercher des outils pour développer leur créativité, l'affirmation de soi. C'est vraiment intéressant qu'il y ait gardé ce programme. Ceux qui sont plus manuels aussi, parce que l'école, on sait que c'est beaucoup dans la pensée, dans le mental. Donc, d'avoir de quoi qui est plus manuel, de gosser le bois, de gosser quelque chose, ben, je pense que ça vient chercher. Puis surtout, les garçons, là, en majorité, je pense qu'ils ont besoin d'un support comme ça là, en éducation. Effectivement. Puis, justement, dans le cadre de ce cours-là, sciences et technologies, bon, moi, je m'y connais pas trop, mais est-ce que c'est toi qui peux choisir les projets? Vous avez comme un cadre un peu à suivre? C'est assez libre, en fait. À chaque niveau, on a des concepts prescrits, mais dans la partie techno, souvent, les concepts, ils se chevauchent d'une année à l'autre. Fait qu'on voit un peu les mêmes choses. Fait qu'on peut faire une certaine évolution dans la complexité du projet là, qu'on leur fait fabriquer. Dans le fond, j'ai été longtemps en secondaire 1-2, puis ce qu'on faisait fabriquer en secondaire 1, c'était une espèce de petit bolide en bois. On utilisait des bouchons recyclés là, de plastique pour faire des roues, tout ça. Puis on leur faisait faire un petit cadre de bois, des goujons pour faire les essieux, tout ça. Puis on faisait des courses après ça avec les bolides dans le corridor pour que les élèves s'amusent un peu avec ça. Fait que c'est un petit projet simple, mais qui a quand même un petit défi à réaliser en arrière de ça. Fait que c'est intéressant. Puis l'année suivante, en secondaire 2, ce qu'on leur faisait faire, c'était de construire une catapulte. Donc là, on avait vraiment l'objectif de lancer une balle sur une cible avec ta catapulte. Puis là, les élèves, fallait qu'ils conçoivent la catapulte qui était la meilleure dans le sens que plus tu étais éloigné de la cible, plus tu étais précis, ben là, plus tu marquais de points quand tu faisais tes tests. Fait que là, les élèves, ils se challengent entre eux autres. C'est comme, hey, ma catapulte, elle va être meilleure que la tienne. Puis là, il fait des tests, puis là, il voit que sa catapulte, ma catapulte, je sais pas, elle lance pas assez fort ou elle lance trop bas. Fait que là, après ça, c'est des challenger puis des faire réfléchir. OK, ben, qu'est-ce que tu peux faire comme modification, justement, pour pallier aux problèmes que tu as eu dans tes tests. Fait que c'est beaucoup de la réflexion puis de l'auto-analyse puis de savoir un peu comment, dans le fond, modifier. Parce que c'est rare quand on construit quelque chose que tout marche du premier coup. Fait que c'est aussi dans une optique de persévérance de dire, OK, ben c'est normal que ta catapulte, à ton premier essai, elle fait pas ce que tu veux. Mais après ça, justement, trouve c'est quoi les problèmes, puis là, modifie une affaire à la fois, puis tranquillement, les élèves, ils se mettent à la tâche. Puis pour vrai, ils ont vraiment fait des beaux projets dans les dernières années que j'ai fait ce projet-là. C'est très, très apprécié des élèves. OK. Mais c'est intéressant parce que tu as nommé comme plusieurs concepts. Le concept de réflexion, le concept un peu de stratégie, le concept de résolution de problèmes. Donc, à travers ces projets-là, il intègre beaucoup de concepts, beaucoup de matière. Puis il y a un élément qui m'est sauté un peu aux yeux, mais c'est des formes de jeu aussi. Donc, le jeu de course avec les véhicules, le jeu des catapultes, donc d'arriver un peu compétitif avec les autres équipes. Fait que déjà, on voit qu'il y a un peu l'intégration de certains jeux à la théorie. Oui, définitivement. C'est vraiment intéressant. J'aurais bien aimé avoir ces cours-là. Je pense que quand j'étais en technologie, j'avais fait une machine à gomme. Ouais, moi aussi. Ouais, et voilà. C'est un peu moins, tu peux moins jouer avec, là, mais mon petit frère était bien content quand je lui avais donné. Puis justement, bon, disons de ton côté, c'est quoi le projet le plus intéressant que tu aurais fait justement en sciences et technologies? C'est que vraiment que tu as trouvé que c'était... Ben, je pense que celui que je viens de te parler, là, la catapulte, là, je pense que c'est celui-là que j'ai des plus beaux souvenirs d'enseignement, puis que j'ai vu vraiment des élèves s'épanouir dans ce projet-là, puis progresser. Puis comme je te disais tantôt, c'est pas nécessairement des élèves qui académiquement sont les meilleurs qui se démarquent dans ce projet-là. Fait que ça laisse vraiment la chance de développer d'autres sortes d'aptitudes qu'on
qu'on n'a pas nécessairement dans les cours classiques où, tu sais, on suit un cours, on fait un examen, tout ça. Donc, je trouve que c'est quelque chose d'important puis qu'on n'a peut-être pas assez dans nos cours puis dans notre système scolaire au secondaire. Effectivement, ça, je suis 100% d'accord avec ça. Puis disons même, tu nommais que dans le cours un peu plus l'aspect science, tu vas donner des cours de biologie, des cours de chimie. De ton côté, est-ce que tu as un peu un dada, donc une matière que tu aimes vraiment présenter puis que tu sens que quand tu la présentes, ça vient vraiment te chercher? Quand j'étais à l'université, je détestais la bio. C'était la celle que j'aimais le moins. Je détestais pas. C'est celle que j'aimais le moins, disons. Parce que c'est quand même une science, puis bon, j'ai quand même un certain intérêt là-dedans. Mais finalement, quand j'ai commencé à enseigner, c'est la matière que j'ai enseignée le plus souvent dans mes premières années d'enseignement. Puis à force de l'enseigner, je me suis un peu réconcilié avec la bio. Fait que, tranquillement, j'ai un peu appris à aimer mieux ça que ce que j'avais dans mes souvenirs. Mais pour moi, ma matière préférée, ça a toujours été la chimie. Autant quand j'étais élève que quand je l'enseigne. Donc là, j'étais content un peu de revenir en secondaire 4 cette année. Bon, j'ai plutôt enseigné tableau périodique, les atomes et tout ça, les modèles atomiques. Fait que c'est vraiment une partie que moi, ça me fait triper. Puis je pense que ça a apparu avec les élèves cette année. Là, ils voyaient que j'étais vraiment à l'aise dans cette matière-là, puis que j'étais vraiment peut-être plus passionné que... Tu sais, la techno, je pense que les projets sont le fun, mais la théorie est vraiment pénible. Puis des fois, je suis comme, OK, il faut vraiment enseigner ces concepts-là, c'est vraiment plate. Tu sais, je pense que les élèves le sentaient aussi. Tu sais, quand on est plus passionné dans quelque chose, ça paraît. Quand on l'est moins, ça paraît aussi dans nos cours. Mais définitivement, la chimie, c'est ce que je préfère le plus. C'est ce que j'aime le plus. Puis je pense que tu as nommé un point intéressant que les profs qu'on se souvient, c'est les profs passionnés. C'est ceux que tu vois qui aiment leur matière, puis que même si la matière est difficile ou moins intéressante, dépendamment pour des gens, ben c'est le professeur passionné qui arrive à travers sa passion, son énergie à bien transmettre. Fait que sûrement que la chimie, si tu arrives à bien la transmettre puis que les étudiants viennent chercher du positif. La chimie, tu sais, c'est très abstrait, là. On s'entend. C'est des choses qu'on peut pas nécessairement voir tout le temps. C'est toutes des choses microscopiques, subatomiques, etc. Puis, un des concepts qui est difficile pour les élèves, parce que, bon, aussi, ils ont des petites lacunes en mathématiques, là, mais c'est les fameux calculs de concentration, là, avec les solutions, là, gramme par litre, pourcentage, mol par litre, etc. Tu sais, c'est des concepts qui sont plus difficiles. Puis cette année, ce que j'ai fait pour enseigner ça, je suis allé m'acheter un contenant de Gatorade en poudre. Puis dans le fond, on a passé un cours à faire des Gatorade puis à calculer des concentrations de Gatorade. Puis on les faisait goûter, tu sais, dans la classe. Là. On fait un Gatorade, on calculait sa concentration. Puis là, on le goûtait, c'est comme il goûte pas très sucré en fait là. Fait que là, OK, on va en calculer un autre avec une concentration plus grande, combien il faut qu'on mette de Gatorade, combien d'eau qu'on met. Fait que tu sais de le voir plus appliqué aussi, je pense que ça aide beaucoup. Puis bon, ça a été drôle de déguster du Kool-Aid, tout un cours avec les élèves aussi, mais tu sais ça rend l'activité moins lourde que de dire bon ben tu sais allez faire les 2 pages dans votre cahier qui sont des calculs de concentration, c'est comme tu sais, c'est un côté plate, puis ça a un côté aussi très abstrait là, de faire un exercice d'un cahier. Là. Fait que ça, ils ont bien aimé ça quand on a fait ce cours-là. Puis je suis sûr qu'ils s'en souviennent de mon Gatorade puis des affaires qu'on a parlé dans ce cours-là parce que justement, c'est un genre d'activité qui est accrocheuse aussi pour comprendre quelque chose qui est difficile à la base. Là. Ouais, j'imagine que cet été, quand ils vont boire des Gatorade, ils vont se souvenir de toi. Ils vont dire, ah oui, ça c'était le calcul en chimie. OK, ben c'est intéressant. Là. Je vais faire un petit parallèle ici, mais tu sais, quand on parle vraiment du mot ludique, là, en général, le ludique veut pas juste dire un jeu concret déjà construit pour enseigner quelque chose, mais on parle vraiment de l'intégration de plaisir puis de l'apprentissage par le plaisir. Puis je pense que c'est un super bon exemple d'une activité ludique qui a été mise en place dans un contexte de chimie, puis que sûrement ça fait en sorte que les élèves ont beaucoup plus retenu que s'il y avait juste eu un cours de théorie. Ouais, je pense que oui, c'est ça. Le côté pratique. Le côté plaisir, ça va beaucoup stimuler les jeunes. Puis s'ils sont stimulés, ils vont embarquer, ils vont participer. Puis évidemment, plus le jeune est actif dans son apprentissage, ben plus ça va être un apprentissage qui va être significatif puis qui risque de rester plus longtemps aussi dans le temps que de juste faire copier-coller, copier des notes de cours au tableau, les écrire dans mon cahier. C'est ça, c'est différentes façons là, d'enseigner qui sont bénéfiques pour les jeunes. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis, tu nommais justement qu'il y avait eu un peu une fin abrupte avec la situation actuelle. On va aller un peu dans le personnel ici, là, mais de ton côté, comment tu t'es adapté un peu à cette situation-là
Je sais pas si tu as continué à enseigner en ligne à travers la visioconférence ou là, c'est juste d'envoyer des travaux, des Ouais, examens? le gouvernement nous a laissé un petit peu dans le néant pendant un certain temps, là. Je te dirais, le premier mois, ça a été vraiment... bon, tu sais, il l'a même dit, le ministre de l'Éducation lui-même, c'est comme, ben là, vous êtes en congé, puis vous faites rien, autant les élèves que les profs. Mais je pense qu'il peut-être qu'il s'attendait Mhm. aussi à ce que ça dure juste un mois, puis qu'après ça, on revienne, là. Mais après ça, le discours a un peu changé. Ils sont mis à faire les fameuses trousses pédagogiques, dans le fond. À chaque semaine, le ministère met des trousses pédagogiques disponibles à tous les élèves. Dans le fond, les écoles, on bonifie ces trousses-là. Fait que si on trouve que on veut rajouter quelque chose dans la trousse, on crée du matériel ensemble en équipe matière. Puis là, on bonifie les trousses. Puis les trousses sont envoyées aux élèves, mais ça reste du travail facultatif pour l'instant. Mais là, on se rend compte que, évidemment, les écoles vont être fermées jusqu'en septembre. Donc là, on peut pas laisser ça comme ça jusqu'à Mhm. la fin de l'année. Donc là, on essaye de mettre des choses en place. Tu sais, chaque commission scolaire, je pense qu'elle est un peu laissée libre à interprétation de ça. Mais je sais que les élèves qui, dans le fond, étaient en réussite après les 2 premiers bulletins vont rester en réussite là, d'ici à la fin de l'année. Bon, qui fait aussi du sens, là. Mais les élèves qui sont en échec, dans le fond, on va devoir les chapeauter et leur envoyer soit des travaux ou essayer de faire de l'enseignement à distance pour les aider, des choses comme ça. Donc, c'est ce qui s'en vient pour nous autres dans les prochaines semaines. Donc, on a justement une réunion d'école demain avec la direction. Ils vont tous nous expliquer ce qu'on aura à faire d'ici à la fin de l'année, comment ça va marcher. Mais tu sais, c'est notre première réunion en 2 mois de notre direction. Fait que, tu sais, on a été vraiment laissés dans le noir un OK. peu. Fait que Ouais. là, on essaie un peu de sauver pour la fin de l'année, puis si on peut aider quelques élèves à réussir d'ici la fin du mois de juin. Mais c'est là-dessus qu'on va se concentrer, dans le fond, sur les élèves à risque et en échec. OK, OK. Donc effectivement, ça a dû être difficile d'être laissé à soi-même dans cette situation-là, de pas savoir quoi faire puis vers où s'orienter. Mais bon, au moins là, j'en comprends qu'il y a des choses qui vont être mises en place pour les prochains mois pour aider les étudiants qui ont eu un peu plus de difficultés, même si c'est à distance. Puis toi, est-ce que tu as des choses en tête déjà, ou des stratégies pour aider un peu ces étudiants-là, ou est-ce qu'on tu vas attendre un peu la réunion puis en discuter avec d'autres pour voir qu'est-ce qui peut Bon, être c'est mis sûr que en je vais place? attendre les informations officielles, mais je pense que ça risque d'être plus de l'enseignement peut-être individualisé ou tu sais, peut-être des sous-groupes de 2, 3 élèves, de faire justement une conversation vidéo, puis de leur expliquer des choses, de regarder qu'est-ce qu'ils ont de la misère, puis de tu sais, en fait, on donnera pas de nouvelles matières, mais on va évaluer dans le fond ce qui a été fait dans l'année, là. Fait que c'est comme c'est des élèves qui ont eu de la misère dans l'année, mais c'est de réviser un peu ces choses-là avec eux, puis d'essayer de les guider là-dedans. Fait que d'après moi, ça va être plus ce genre de choses-là, plutôt que des cours en tant que tels, en ligne, ou des cours enregistrés ou des choses comme ça. Mhm. Je pense que ça va être plus du mentorat sur quoi on s'enligne. Mais bon, je vais attendre de voir les informations de la réunion avant de C'est commencer ça. vraiment à faire des vraies démarches là, avec les élèves. Il y en a quand même beaucoup qui m'ont écrit OK. déjà. Ben, beaucoup, non. Il y en a quelques-uns qui m'ont écrit déjà, qui s'inquiétaient de la situation, ça voulait savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour améliorer leurs notes et tout ça. Donc là, Ouais. on est comme un peu sur pause, puis on attend les informations officielles de l'école. OK. Peut-être avant de passer à l'autre côté de toi, ton autre côté, ton autre passion qui est les jeux de société, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur tout ce qui est le domaine de l'enseignement puis qui te définit dans ce côté-là de ta personnalité? L'enseignement, on sait que c'est pas une profession très reluisante dans notre société présentement. On essaye de rendre ça attrayant, on essaie d'avoir du monde parce qu'on est aussi en pénurie. C'est pas un climat qui est facile. L'enseignement, on dit souvent que c'est une jungle. Quand on commence, on est comme un peu laissé à nous-mêmes avec genre juste Mhm. une machette dans la jungle. On a comme pas trop d'outils. Mais les enseignants, c'est une très belle communauté. Puis, tu sais, c'est des gens qui comptent pas leurs heures. C'est des gens qui sont toujours prêts à aider, à donner du temps pour leurs élèves, mais aussi aider leurs collègues. Moi, j'étais chanceux quand j'ai commencé ma carrière. J'ai eu des super bons collègues, des collègues qui m'ont aidé à commencer, qui, tu sais, qui me donnaient du matériel ou qui m'aidaient dans ma gestion de classe ou donner des trucs, des choses comme ça. Puis je pense que c'est important quand tu commences en enseignement. Parce que oui, c'est difficile comme travail, c'est difficile au début, on n'a pas beaucoup d'expérience. La fameuse gestion de classe, c'est plate, mais ça s'apprend pas à l'université. Il va falloir que ça se développe avec le temps aussi pendant que tu vas enseigner.
Mais je pense que d'aller chercher justement cette aide-là chez des collègues qui sont plus expérimentés, je pense que c'est très précieux, puis ça vaut la peine d'être fait, puis ça va aider beaucoup, beaucoup de jeunes enseignants, puis ça va vous aider à rester motivé, puis à pas justement vous décourager face à toute cette tâche-là, puis cette montagne-là que ça peut paraître, l'enseignement. Mais en disant ça, j'ai été chanceux, puis j'ai eu des bons collègues qui m'ont aidé beaucoup en commençant. Mais aussi, on dirait qu'on se cherche en enseignement. On dirait qu'on essaie de savoir, bon, ça va être quoi ma personnalité d'enseignant? Est-ce que ça va être la même personnalité que j'ai d'habitude ou est-ce que je vais agir différemment? On se pose beaucoup ces questions-là quand on commence. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, là, je pense que le mieux, c'est d'expérimenter, d'essayer des choses, puis d'essayer de trouver une façon qui, toi, te rend à l'aise. Puis dans le fond, moi, ça m'a pris peut-être un 6-7 ans avant de comprendre peut-être comment je voulais être comme enseignant, puis comment je voulais que la relation aussi avec mes élèves soit. Puis tout ça a commencé quand j'ai eu une formation à un moment donné sur l'attachement émotionnel. On avait eu une formation avec un Mhm. monsieur, je me souviens plus de son nom, là, mais donc, il me parlait de l'attachement émotionnel avec les élèves, de créer un lien avec les élèves, que c'était ça, dans le fond, qui était la chose la plus importante. Parce que si tu réussissais à faire ce lien-là émotif ou ce lien de confiance-là, tu sais, après ça, tu pourrais enseigner n'importe quoi. Pour vrai, là, l'élève, il va embarquer dans ce que tu vas faire, pas parce qu'il aime les sciences qu'il embarque dans mon cours, mais c'est parce qu'il y a un lien avec moi. Puis quand j'ai commencé à travailler là-dessus, ben là, j'ai vu que c'est le genre d'enseignant que je voulais être, un enseignant justement qui développe ce lien-là avec ses élèves dès le premier cours. Donc, je prends le temps de jaser avec les élèves, tout ça. Donc, de créer ce lien-là avec les élèves. Puis pour vrai, depuis que je fais ça, depuis à peu près 7 ans, la gestion de classe est beaucoup plus facile une fois que tu as un lien avec les élèves. Puis honnêtement, moi, j'enseigne dans un milieu très défavorisé. J'enseigne avec des élèves qui sont réguliers en sciences. C'est un cours qui est obligatoire pour le diplôme. Mais je te dirais que 95% de mes élèves, ils n'ont pas d'intérêt pour les sciences. Là, ça les intéresse pas. Mais ils vont Mhm. fonctionner dans mon cours, ils vont faire le travail que je leur demande, ils vont embarquer parce que je pense que j'ai un bon lien avec eux autres. Puis c'est ça, je pense, qui est le plus important à développer comme enseignant. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça marche avec le lien affectif. Puis c'est drôle parce que quand on était élèves, nous autres, c'était pas ça, pas en tout. Nos profs, tu sais, la relation était plus froide, c'était plus, tu sais, c'était vraiment Ouais, maître-élève. Mais aujourd'hui, c'est hiérarchique, oui. vraiment plus ça. Donc, ça a vraiment changé, puis je pense que je me suis bien adapté là-dedans. Puis je me sens bien avec cette technique-là, puis ce lien-là aussi que j'ai avec mes élèves. Fait que je pense que c'est important pour les gens qui s'en vont en enseignement d'avoir ça aussi en tête. Si vous aimez développer ce genre de relation-là avec des jeunes, mais je pense que l'enseignement, ça peut être fait pour vous. Mhm, effectivement, puis c'est vraiment intéressant parce que on aime beaucoup en psychologie du développement, mais il y a un moment où est-ce que les modèles, les mentors, c'est les parents. Mais quand les enfants commencent à aller à l'école, les mentors puis les sources d'influence sont vraiment les enseignants. Parce qu'ils passent la majorité de leur temps Ouais. avec les enseignants, à l'école notamment. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir un bon lien affectif, un bon lien d'attachement, comme tu as mentionné, puis d'arriver à créer ce lien d'attachement-là, ça a un impact positif dans le moment présent, mais aussi à long terme. Encore, on se souvient des professeurs, justement, tu nommais que dans le temps, c'était pas tant axé sur ça, le lien d'attachement, là, moi aussi, je me souviens, mais les profs qu'on a en tête, puis vraiment les profs qui nous ont marqués, ben, c'est ceux avec qui on a eu ce lien Exactement. d'attachement-là. C'est les profs qui ont été capables de venir cerner un peu notre personnalité, qui ont été capables de nous donner des outils pour réussir s'améliorer, se développer, puis vraiment avec qui on a eu un lien d'attachement affectif positif. Fait que c'est vraiment intéressant de voir que dans le domaine de l'enseignement, il y a comme un déplacement C'est la qui tendance, je te s'oriente un dirais. peu plus vers Puis, ça. tu sais, c'est pas facile à Ouais, la faire. tendance. Puis je pense que le secret, c'est juste de t'intéresser à tes jeunes, de t'intéresser à leurs intérêts, à ce qu'ils font, Mhm. à ce qu'ils sont. Tu sais, ah, cet élève-là, je sais qu'il joue au hockey. OK, mais je vais lui parler de hockey. Ou cet élève-là, je sais qu'il tripe sur les jeux vidéo. Hey, à quoi tu joues ces temps-ci? Moi, je joue à ça. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Tel élève, elle a des beaux cheveux. Ben, dis qu'elle a des beaux cheveux quand elle rentre dans la classe. Elle va être bien contente. Tu sais, c'est des petits gestes Mhm. super simples, mais il faut que tu apprennes à connaître chacun de tes élèves pour savoir quoi ils dire quand ils rentrent dans ta classe. Juste le petit mot que tu lui dis. Puis ça fait vraiment de la magie de faire tout ça. Effectivement. Donc, développer une relation d'attachement puis démontrer de l'intérêt envers les étudiants. Je pense que tu l'as très bien nommé. C'est un peu la base de ce qui va faire que l'année scolaire va être une belle année scolaire et pas
une année difficile, Exactement. disons. OK, ben merci beaucoup pour ce partage, c'était vraiment beau. Ça termine bien, je trouve, cette section-là avec des mots très encourageants pour tous les peut-être futurs étudiants qui nous écoutent, futurs enseignants. Maintenant, on pourrait peut-être, c'est ça, aller explorer l'autre côté qui dit de ta personnalité comme ça, parce que dans notre dernier podcast, on a parlé de personnalité, là, mais ce côté-là de toi, qui est le passionné de jeux de société. Peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené à développer cet intérêt-là pour les jeux de société, puis à aujourd'hui justement avoir ta chaîne YouTube Passeur Board Game, puis à partager cette passion-là avec beaucoup. Je sais pas t'es rendu à Je combien, mais pense qu'on a beaucoup d'abonnés. 7500 à peu près, là. Ça monte quand même vite, là. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a amené En jusque-là? fait, ben, ça remonte à loin. J'ai toujours été un gamer, si on veut, là, proprement dit. Mais comme beaucoup de gens de ma génération, je suis né dans les années 80, puis je suis né avec ben, la Nintendo. Je suis né avec les premières consoles de jeux vidéo qui ont été très populaires sur le marché. Donc, je suis tombé dans les jeux vidéo quand j'étais jeune, quand j'avais peut-être 3-4 ans. Puis ça a toujours été un coup de foudre pour les jeux vidéo depuis ce temps-là. Donc, j'ai toujours aimé jouer à des jeux vidéo. J'ai toujours suivi l'espèce d'évolution des consoles dans ma jeunesse, dans mon adolescence aussi. Évidemment, je suis un gros fan de jeux de type RPG, là, bon, les Final Fantasy de ce monde et tout ça. Donc, c'est le type de jeu que j'aime le plus. Après ça, on a, à l'adolescence, je me suis mis à faire des jeux de rôle, dans le fond. Fait qu'avec notre gang secondaire, on jouait à Donjon Dragon, on a joué à Shadowrun, Vampire, Loup-Garou, etc. Fait qu'on a fait beaucoup de jeux de rôle, surtout du Donjon Dragon, là. Donc, c'était notre façon à nous de nous voir aussi. C'était notre activité qu'on avait ensemble. C'est la fin de semaine. Moi, j'habitais en campagne. Fait que là, la fin de semaine, tout le monde débarquait chez nous. Tout le monde couchait chez nous la fin de semaine. On jouait à Donjon Mhm. Dragon jusqu'à tard le soir. Tout le monde couchait à la maison. Fait que c'est vraiment des beaux souvenirs de ces parties-là de jeux de rôle qu'on faisait quand on était ado. Et après ça, est arrivé l'université, cégep université. Tu sais, les gens s'en vont un peu plus, un peu partout. On se voit un peu moins. Fait que les jeux de rôle étaient plus difficiles parce que moi, je suis allé étudier à Montréal, mais là, j'ai des amis qui sont allés à Sherbrooke, des amis qui sont allés à Trois-Rivières. C'est plus difficile de se regrouper n'importe quand pendant la semaine. Puis là, dans le fond, je suis un peu retombé dans les jeux vidéo à l'université. Je suis retombé dans les jeux en ligne. C'était l'époque de World of Warcraft qui commençait, donc c'était très, très populaire. J'ai joué là-dedans un peu trop d'heures, si on veut. Tellement que j'ai joué à ça, puis c'était quasiment devenu une espèce d'addiction, là. Je jouais beaucoup d'heures par jour, par semaine. Puis à un moment donné, j'ai eu une saturation un peu de ça. Fait que j'ai comme coupé ça d'un seul coup, là, du jour au lendemain. C'est comme, moi, j'arrête de jouer à ça parce que je fais juste ça, là. Je fais rien d'autre, là, en dehors de ça. Je fais mes cours à l'université, puis je fais ça. C'est comme, ma vie, c'est juste Mhm. ça pour l'instant. Donc, à la fin de l'université, j'ai laissé tomber ça. Puis on dirait pour combler ce vide-là, c'est tranquillement les jeux de société qui sont embarqués. J'avais un ami qui, lui, étudie à Sherbrooke. Puis à Sherbrooke, dans le fond, ils ont un club de jeux de rôle et de jeux de société à l'université. Fait que quand on allait le voir à Sherbrooke, ben, tu sais, il nous emmenait à l'université, on allait au club de jeux, puis on jouait à des jeux de société. Fait que c'est beaucoup lui qui m'a fait découvrir des jeux de société un peu plus modernes, là, un Carcassonne, un Arkham Horror, Chevalier de la Table Ronde, ce genre de jeu-là. C'est lui qui m'a fait découvrir ça à ce moment-là. Mais quand j'étais jeune, j'avais aussi joué à HeroQuest là, avant de jouer à Donjon Dragon. J'avais joué à Magic aussi pendant plusieurs années. J'achetais des cartes Magic, tout ça. J'ai même fait des petits tournois quand j'étais adolescent. Fait que tu sais, j'ai toujours un peu joué à ça, mais Mhm. c'est vraiment plus à la fin de l'université, début de l'âge adulte, si on veut, après les études, que les jeux de société ont commencé à prendre plus de place là, dans ma vie. Fait qu'on découvrait des nouveaux jeux, ça nous donnait le goût évidemment d'en acheter d'autres, d'en découvrir des nouveaux. Ça nous donnait le goût de les partager avec d'autres mondes. Fait que tranquillement, on montre des jeux à quelqu'un, il se met à aimer ça, OK, ben là, on fait des jeux ensemble, on nous fait découvrir quelqu'un d'autre, qui a d'autres jeux, puis là, bon, de fil en aiguille, on finit par développer un petit groupe de Mhm. joueurs avec qui on peut partager ce hobby-là au début. Puis c'est vraiment devenu une vraie passion, puis ça a vraiment comblé ce vide-là que les jeux vidéo avaient avant dans ma vie. C'est vraiment les jeux de société qui ont pris toute cette place-là, puis qui sont arrivés à ça. Fait que tranquillement, ben, d'année en année, on aimait de plus en plus ça, on en achetait de plus en plus. Et à un moment donné, ben, j'ai décidé de lancer mon projet Professeur Board Game, une chaîne YouTube.
Puis j'ai décidé justement de prendre cette passion-là pour les jeux, puis de la mélanger avec ma passion pour l'enseignement et de faire des vidéos d'explication de règles sur YouTube. Fait que je me suis lancé là-dedans. Cette année-là, j'avais pris une demi-année sabbatique de l'école. Dans le fond, tu nous enlèves une partie de notre paye sur un certain nombre d'années. Puis là, après tant d'années, tu as le droit de prendre une demi-année de congé. Fait que j'avais comme timé ma demi-année de congé avec la création de ma chaîne. Fait que là, je pouvais travailler beaucoup là-dessus au début. Puis, tu sais, j'avais aucune connaissance en montage vidéo, en filmage non plus. Donc, j'ai vraiment appris sur le tas. Je me suis lancé comme ça dans le vide sans trop savoir à quoi m'attendre, pour vrai. La réponse a été vraiment bonne. Puis, on dirait qu'à l'époque où je l'ai lancé, ça fait déjà 4 ans, il n'y en avait pas tant que ça des chaînes francophones, surtout au Québec. En fait, au Québec, il y en avait presque pas. Puis on était peut-être 4-5 à la faire des chaînes similaires, un peu dans la même période de temps, là, d'ici il y a 4 ans, 4 ans et demi. On s'est souvent écrit, on fait des correspondances ensemble, des collaborations avec ces gens-là. Fait que c'est devenu aussi d'autres amis avec que j'ai appris à connaître, là, d'autres chaînes YouTube comme ça. On a tous grandi ensemble à s'entraider aussi dans nos projets. Fait que ça a vraiment bien fonctionné. Ça grandissait tranquillement. Je pense que ça m'a pris... après 1 an, je pense que j'avais quelque chose comme 700 abonnés. Fait que tu sais, c'était quand même encourageant. Mais là, après ça, d'année en année, ça grossissait Ouais. de plus en plus, là. Fait qu'après 3 ans, je pense qu'on était rendu quelque chose comme 5000. Fait que là, on est à 7500. Fait que, tu sais, d'ici à la fin de l'année, le 10 000 sera pas trop loin. Parce que ça monte de 200-300 par mois à peu près, là, en moyenne, là. Fait que, ouais, ça a vraiment bien grandi. Puis ça m'a permis de connaître un paquet de monde aussi. Je suis allé dans des événements de jeux. J'ai rencontré des gens qui suivent ma chaîne YouTube. C'est vraiment des belles rencontres. Puis c'est tout le temps des affaires positives. La communauté de jeux, de société, on dirait c'est une belle communauté. La majorité du temps, c'est des gens respectueux, des gens sympathiques. Il n'y a pas ce côté... les jeux vidéo, tu as tout le côté les trolls, le monde qui bâche. On dirait qu'on retrouve pas trop ça dans le jeu de société. Oui, il y en a des trolls de temps en temps, tout ça, mais comparativement avec le jeu vidéo, je pense que c'est même pas comparable. Fait que ça fait aussi du bien de recevoir toute cette gratitude-là des gens qui écoutent nos affaires ou qui suivent notre projet, tout ça. Fait que j'ai vraiment fait des belles rencontres, des gens qui sont devenus vraiment des bons amis que j'ai connus à cause de ce projet-là. Qui sont soit d'autres YouTubers ou des gens avec que j'ai connus dans des événements ou qu'on a joué ensemble à un moment donné une partie. Fait que ça a vraiment développé des belles amitiés, puis le projet continue tout le temps de grandir. J'ai parti ça tout seul, mais j'ai des gens qui sont greffés à mon projet éventuellement. J'ai mon ami Louis-Philippe, qui lui aussi est un grand, grand passionné de jeux, qui a embarqué dans mon projet, qui s'est mis à faire des vidéos lui aussi. Lui, c'est un tripeux de Kickstarter, fait que lui, souvent, il présentait les gros jeux Kickstarter qu'il recevait, fait que là, le monde aimait ça aussi. C'est des jeux souvent qui sont très, très hype, là. Puis après ça, j'ai mon ami Bruno. C'est un gars que j'avais connu quand j'étais adolescent. J'avais fait du GN pendant quelques années. Puis lui, je l'avais connu en faisant du GN. Puis c'est quand j'ai fait ma chaîne YouTube que j'ai comme reconnecté avec lui. Puis lui, il a dit « Hey, moi aussi, je tripe jeux de société et tout ça. Mais tu sais, j'aimerais ça peut-être partir une chaîne à un moment donné. Je fais des vidéos. » Tu sais, lui, il a comme 3 enfants. Fait que, tu sais, il voulait faire des vidéos pour les jeux pour enfants. Fait que là, j'ai comme dit, ben, viens les faire sur ma chaîne, ça serait cool. Okay. Moi, j'ai pas d'enfants, fait que c'est pas quelque chose que j'explore tant que ça, les jeux pour enfants, parce que j'ai pas vraiment du monde avec qui jouer, là. Donc, ça faisait un autre angle qu'on pouvait couvrir. Fait que lui aussi s'est mis à faire des vidéos sur la chaîne spécifiquement pour les jeux pour enfants depuis déjà 2 ans. Puis là, dernièrement, il y a quelques mois, on a lancé un podcast sur notre chaîne. Dans le fond, c'est d'autres amis qu'on joue souvent avec, qui ont embarqué là-dedans. On est comme 4-5. On est 4 généralement au podcast, mais des fois, on change. Pas tout le temps les 4 mêmes. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on joue une partie ensemble, puis on parle de la partie qu'on vient de faire. Fait qu'on critique un peu ce jeu-là. Puis la première partie de notre podcast, c'est une espèce de tour de table où on jase de ce qu'on a joué, on jase de certaines nouvelles qu'on a vues. Puis c'est vraiment un beau format, je trouve, le podcast, parce que ça donne une belle liberté. On peut parler d'un peu n'importe quoi. Puis tu sais, moi, je fais des vidéos de règles. Des vidéos de règles, c'est super structuré. C'est comme, tout est planifié, tout se suit. Fait que tu sais, là, un podcast, c'est comme, on jase, c'est libre, on jase. Tu sais, ça fait du bien pour vrai, là. Fait que c'est vraiment un beau format. Effectivement, puis on dirait que c'est le format à la mode en ce moment, donc autant en profiter vu que c'est le fun à faire.
Puis sûrement aussi, j'ai pas encore fait de montage vidéo, mais sûrement que le montage vidéo est beaucoup plus complexe que le Oui, souvent, montage audio. souvent, tu fais plus des petites séquences. Fait que là, c'est comme tout de mettre ça ensemble. Tu sais, l'audio, souvent, Mhm. on part, puis c'est rare qu'on a des choses à couper nécessairement, là, dépendant avec qui qu'on le fait, là. C'est ça, effectivement. C'est vraiment intéressant tout ce que tu as nommé. Là. Je prenais des notes un peu au fur et à mesure pour revenir avec des questions, mais de ce que j'observe de un peu ton histoire à travers les jeux de société, c'est que puis j'ai observé ça aussi chez d'autres personnes, d'autres joueurs, c'est que ça a vraiment commencé avec les jeux vidéo, puis graduellement, ça l'a changé vers les jeux de société pour vraiment aller chercher l'aspect de socialisation. Et je pense que tu nommais les jeux de rôle, D&D, que c'est vraiment ça qui t'a permis comme de créer un espèce de réseau Ah, des social, gens qui ont le même rencontrer des intérêt que amis. toi aussi. Exactement, c'est ça. Puis on en parlait tout à l'heure un petit peu. Dans les jeux de société, on retrouve certains type de personnes, je vais nommer ça comme ça, des personnes justement ils ont peut-être ce petit côté-là un peu plus dans le social, un contact très humain, qui sont dans le domaine de l'enseignement, qui sont dans le domaine créatif, tu nommais tout à l'heure le domaine artistique, des gens qui sont dans le domaine de l'intervention aussi. Donc, il y a quand même un petit quelque chose d'humain qui vient vraiment rejoindre les gens qui jouent aux jeux de société. Et de ce que j'en comprends, tu as nommé tout à l'heure que les jeux de société sont venus combler un vide. Là, ça m'intriguait. C'est quoi un peu ce vide-là, un peu ce besoin-là, en fait? Parce que quand on parle de concept de besoins, on en a tous des besoins. Il y a les besoins fondamentaux comme de manger, dormir. Et il y a d'autres besoins un peu plus complexes. Par exemple, le besoin d'avoir du plaisir, le besoin d'avoir un sentiment de communauté, d'appartenance sociale. Parfois, c'est le besoin de combler un vide, un ennui. De ton côté, qu'est-ce que les jeux de société Je pense qu'il sont y a deux venus choses combler? principalement. La première, je pense que c'est vraiment le divertissement, vraiment le plaisir, le fait de s'amuser. Comme je l'ai toujours eu, cette passion-là pour les jeux, ça a toujours pris une grosse place. Puis tu sais, quand j'ai décidé de laisser tomber les jeux en ligne, parce que c'était devenu trop, ben, tu sais, cette place-là, elle avait besoin de ce besoin-là de me divertir. Fait que de changer pour les jeux de société, c'était une bonne option. Puis, deuxièmement, les jeux en ligne, ça apporte aussi beaucoup de relations virtuelles. Fait que, tu sais, t'as quand même un petit côté de socialisation parce que branche dans le jeu à chaque soir, t'es tout le temps avec le même monde, on se jase aussi avec nos micros. Fait que, on est tout le temps en contact avec ces gens-là, même si on les voit pas, on les rencontre pas. C'est quand même nos amis virtuels. Fait que quand même des gens avec qui on passait beaucoup de temps. Fait que si tu coupes aussi ton jeu en ligne, mais tu coupes aussi tes amis virtuels puis ces relations-là. Fait que les jeux de société, ben, viennent pallier à ça parce que pour jouer un jeu de société, tu peux jouer en solo, là, mais tu joues généralement avec d'autres mondes. Donc, ce côté-là d'être socialisé, d'être avec des gens, va aussi venir être pallié par les jeux de société. Fait qu'il y avait vraiment le côté divertissement puis le côté relation. Fait que c'est pour ça que les jeux de société étaient le fit parfait pour pouvoir peut-être prendre cette place-là, si on veut. Je trouve ça intéressant que tu mentionnes que oui, il y a dans les jeux vidéo, il y a l'aspect social, mais c'est différent aussi. À moins, il y a certains joueurs qui se rassemblent chez quelqu'un pour jouer à des jeux vidéo, mais je pense en ce moment, qu'est-ce qui est plus populaire, c'est justement les jeux en ligne. Fait qu'effectivement, la relation, on parlait tout à l'heure, relation d'attachement, relation affective aussi, assez différemment à distance, en ligne, dans le virtuel, que quand tu es face à face avec quelqu'un, que tu collabores avec la personne puis qu'il y a un échange. J'ai un de mes amis, ben en fait, quelqu'un que j'ai connu en jouant à World of Warcraft en ligne dans le temps. On était comme les deux seuls Québécois dans notre guilde. Fait que, tu sais, veux pas, on se parlait un moment donné. Puis finalement, j'ai fini par aller chez eux, on a gamé, on a fini par se boire en vrai. Puis là, tu sais, même quand on a arrêté de jouer à ce jeu-là, ben, on est resté des amis. Puis aujourd'hui, c'est devenu un de mes super bons amis, puis on se voit quand même de temps en temps. Même s'il reste, il reste à Cowansville, c'est un peu plus loin, mais quand même, ça a parti d'une relation virtuelle. Puis après ça, c'est devenu une relation d'amitié réelle où on s'est vraiment vu plusieurs fois. Puis à cette heure, ben, lui aussi, on joue à des board games ensemble. J'ai toujours joué à distance avec cet ami-là, pas juste depuis le confinement. Vu qu'il est loin à Cowansville, ben, on faisait souvent des parties sur Tabletop Simulator avec lui depuis des années. Fait que, de continuer ça pendant le confinement avec lui, c'était vraiment facile parce que c'était déjà une routine ou une activité qu'on avait ensemble. Fait que ça aussi, c'est le fun de voir l'évolution que, oui, une relation virtuelle est virtuelle, mais elle peut aussi évoluer puis devenir d'autres choses si on finit par se rencontrer aussi. Hein. Effectivement, c'est un très, très bon exemple. Ça m'intrigue un peu, mais est-ce que tu continues à jouer aux jeux vidéo? C'est vraiment comme un De gros non. temps en temps, mais c'est vraiment des jeux que je joue
seul à la maison, là, je refais souvent des vieux jeux, là. Je suis en train de refaire Chrono Trigger, qui est comme mon jeu favori de tous les temps. Fait que souvent, je me joue un peu à la maison tout seul, OK. mais c'est rare que je rejoue à des jeux vidéo en ligne, là. OK. Donc, c'est intéressant. C'est comme si les jeux Ouais, vidéo, maintenant, répondaient à un autre besoin. Le besoin, de divertissement, mais plus solitude, passer le temps ou ouais. retourner un peu dans la nostalgie de l'enfance. Puis, quand tu as commencé justement à découvrir un peu l'univers des jeux de société, là, tu nommais surtout avec Donjon Dragon. Qu'est-ce que toi t'intéressait le plus comme jeu à la base? Si on enlève un peu les jeux de rôle, c'est quoi les premiers jeux qui t'ont amené à vouloir découvrir encore plus les jeux de C'est une société? bonne question. Mais quand Oui. j'étais jeune, avant de jouer à Donjon Dragon, on avait joué à HeroQuest, qui est une espèce de jeu d'exploration de donjons où il y a un maître de jeu puis les autres joueurs jouent les personnages, là. Puis ce style de jeu-là, l'espèce de jeu d'exploration de donjons, ça a toujours été des jeux que j'ai vraiment aimés. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, dans les jeux modernes, il y en a quand même beaucoup qui sont offerts. Puis que c'est un style de jeu que j'aime beaucoup. Mais j'ai j'ai une particularité, j'ai une préférence pour les jeux coop. Puis j'essaie de comprendre pourquoi, mais je pense que c'est à cause de mon background justement de jeu de rôle. Quand on joue à Donjon Dragon, on joue à un jeu de rôle, on est tous ensemble. Oui, il y a le maître de jeu, mais il est plus là pour raconter l'histoire puis incarner tous les autres personnages. Mais ça reste qu'on vit une aventure ensemble, on s'entraide ensemble dans cette aventure-là. Puis quand j'ai découvert les jeux coopératifs en jeux de société, mais j'ai retrouvé ce petit côté-là, le côté de coopérer ensemble dans une épreuve ou dans un challenge. Je l'ai retrouvé là-dedans. Fait que, les premiers jeux coop que j'ai découverts, c'était les Chevaliers de la Table Ronde, Arkham Horror deuxième édition, puis évidemment Mhm. Pandémie par la suite qui est arrivé. Mais quand j'ai commencé à découvrir l'univers des jeux coop, c'est rapidement devenu une préférence versus les jeux compétitifs. OK, intéressant. Je dois avouer que j'adore aussi les jeux coopératifs. Je pense que c'est vraiment, tu nommais l'aspect divertissement. J'ai l'impression, là, je parle un peu de mon côté, mais que l'aspect divertissement, j'ai beaucoup plus le chercher dans le jeu coop, comme si ça venait chercher l'aspect relation humaine, l'aspect social, l'aspect entraide. Tout Que de ça faire de la m'apporte comme plus de compétition. plaisir Ouais. que de me battre contre quelqu'un. C'est ça, exactement. Mais bon, ça dépend d'un type de personnalité à l'autre. Et là, justement, t'en es venu jusqu'à avoir la chaîne YouTube Professeur Board Game, avoir 7500 et plus d'abonnés. Puis en ce moment, qu'est-ce que tu retires en ce moment de toute cette expérience-là? Non. Oui, je C'est vois une ça. question très, très ouverte. J'en retire probablement beaucoup de fierté là, de ce projet-là. Tu sais, on en parlera peut-être une autre fois, là, mais à la période de ma vie à laquelle j'ai parti ce projet-là, c'était important que je me parte un projet. Puis ça m'a permis de mettre beaucoup d'énergie puis beaucoup de positif dans Mhm. ma vie à ce moment-là, ça en avait besoin. Puis ça a vraiment bien fonctionné, ça a vraiment grandi. C'est dur à décrire comme sentiment là, de fierté qui est en arrière de tout ce projet-là. Puis c'est devenu aussi un projet rassembleur parce que, comme je te disais, je suis plus tout seul dans ce projet-là. J'ai d'autres amis qui sont greffés à tout ça. Fait que là, on dirait que le projet devient à tous ces gens-là. Puis c'est le fun de voir des gens qui ont embarqué dans mon projet. Puis ça me motive beaucoup. C'est des choses qui me motivent à continuer mon projet, à aller plus loin, à l'emmener au prochain niveau. Je sais pas c'est quoi le prochain niveau, là. Mais on a beaucoup évolué. Puis il y a 3 ans, on a aussi décidé d'organiser un événement de jeux de société dans notre ville, à Sorel-Tracy. C'est une petite ville à peu près à 50 minutes de Montréal. C'est pas une ville qui se passe grand-chose nécessairement. Donc, on voulait organiser un événement de jeu dans cette ville-là. Puis il y a 3 ans, on a décidé de créer notre premier événement, dans le fond, qui s'appelait les Mi-Olympiades. Fait que c'était une espèce d'olympiade de jeux de société. Fait que dans le fond, les gens s'inscrivaient en équipe, puis ils faisaient différentes épreuves. Donc, les épreuves, c'était des types de jeux. Donc, l'épreuve des jeux de placement d'ouvriers. Fait que là, tout le monde jouait au même jeu. Chaque équipe envoyait quelqu'un jouer à ce jeu-là. Puis les gens ramassaient des points selon leur classement. Puis on donnait des médailles à la fin, des prix de présence et tout ça.
Puis la première année, on a eu à peu près une quarantaine de participants. Puis c'était tout petit, c'était correct aussi. Là. Puis l'année d'après, on en a eu 70. Puis l'année d'après, on en a eu 100. Fait que là, l'événement grandissait beaucoup. Puis on était fiers aussi d'avoir pu redonner ça à notre ville aussi. Puis on faisait aussi de l'animation dans des bars. En fait, il y a un bar à Sorel où on faisait des soirées de jeux. Là. Fait qu'on transformait le bar en café ludique pour une soirée. On débarquait avec des sacs de jeux. On avait 40-50 jeux. Les gens payaient 5 $ pour l'animation, puis on expliquait des jeux toute la soirée. C'est vraiment le fun. L'endroit où on faisait nos soirées de jeux, c'était un beau petit café qui s'appelait le Café Saint-Thomas. C'est vraiment une belle petite place, tranquille. On avait tout le deuxième étage du café. Puis c'est un endroit qui sert 100 sortes de bières différentes. Fait que c'était le fun pour déguster des bières, tout ça. Mais petite anecdote, l'année passée, on fêtait nos 3 ans de la chaîne. Puis on organisait au Café Saint-Thomas une soirée anniversaire. Là. Fait qu'on avait plein de présents à donner, puis une belle grosse soirée. Fait que là, les gens ont répondu à l'appel, c'était super le fun. On a eu une belle soirée d'animation, tout ça. On a eu peut-être une trentaine de personnes. Le deuxième étage était plein. On a donné plein de cadeaux. Le lendemain, le Café Saint-Thomas passe au feu. Le Café Saint-Thomas a été détruit par les flammes le lendemain de notre party de 3e anniversaire. On était la dernière soirée dans le café. C'est ça. Ah, wow. Puis je vois que tu en parles au passé, donc je comprends qu'ils sont pas ressortis bon, vraiment ils n'étaient pas les propriétaires du accident-là. terrain. Fait que là, s'ils veulent se reconstruire, c'était compliqué. Finalement, le terrain est vague depuis ce temps-là. Mais cette année, on avait découvert une nouvelle place pour faire des soirées de jeux. On est allé dans une salle de réception qui s'appelle l'Annexe au centre-ville de Sorel. C'est vraiment une salle de réception qui est en haut d'un restaurant. Puis le propriétaire, c'est justement un enseignant, c'est un de mes collègues. Fait que là, il nous disait, venez, la salle n'est pas utilisée la semaine. Fait que c'est une belle grande salle pour faire. Vous êtes tout seul dans la salle pour faire vos soirées d'animation. Fait qu'on a fait une soirée, je pense, en février. Puis on a eu 75 personnes qui sont venues à la soirée d'animation. Ça a vraiment marché, ça a vraiment trippé fort. On a eu chaud à animer des jeux pour 75 personnes. On était 2 animateurs. Mais ça a vraiment bien faut marché. Pas des jeux trop complexes. C'est ça, là. Avec la pandémie, tout ça, on ne sait pas quand est-ce que tout ça va reprendre son cours. Là, mais pour vrai, c'était vraiment trippant, puis c'était vraiment une belle place. Fait qu'on est content d'avoir retrouvé une petite place pour faire des animations à Sorel, puis on a hâte de retourner faire ça aussi. Fait que c'est toutes des choses qui ont comme découlé de la chaîne YouTube. L'Mip Olympiade, les soirées d'animation. J'ai aussi fait quelques petits contrats un peu indépendants. J'ai déjà animé des jeux dans une bibliothèque à Varennes. J'ai la ville de Sorel-Tracy qui m'engage pendant la semaine de relâche pour un après-midi de jeu où j'anime des jeux. Fait que toutes ces affaires-là se sont mis en place à cause de la chaîne YouTube. Fait que c'est tout cet univers-là qui grandit là, d'année en année. Ouais. Oh wow, c'est super beau, c'est super motivant en plus. Puis ça doit, tout ce qui est le retour à la communauté, c'est très gratifiant comme projet. Puis de sentir aussi que les gens, pas juste les joueurs, mais aussi certaines communautés puis organismes ont un intérêt aussi envers ce que toi tu fais puis ce que vous faites aussi, tous les membres de ton groupe. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus d'intérêt aussi pour les jeux de société dans les bibliothèques. On a des festivals aussi. On a fait une animation dans un festival l'été passé aussi dans le coin de Sorel. C'est intéressant aussi. Je connais Sorel-Tracy pour avoir des amis qui habitent là-bas, qui habitaient là-bas. Mais effectivement, c'est pas la ville la plus animée niveau vie sociale et activité. Donc, c'est vraiment intéressant de mettre ça, d'inclure ça à Sorel-Tracy pour vraiment chercher l'intérêt des gens de Sorel-Tracy puis de l'extérieur aussi, venir faire connaître un peu plus Sorel. La prochaine question que je souhaitais un peu aborder, c'est justement comment, de ton côté, tu arrives à combiner ces deux passions-là. Parce que là, on parlait de tout ce qui est l'enseignement, on parlait de tout ce qui est jeux de société, tout le projet, la chaîne YouTube que tu as monté. Mais comment est-ce que tu arrives à combiner un peu les deux? Soit tu l'as nommé un peu l'enseignement dans les jeux de société, à travers notamment ta chaîne, mais aussi est-ce que ça t'arrive de mettre en place un peu des concepts de jeux de société dans ton enseignement? Il y a comme 2 places, là, en fait, où les jeux de société peuvent avoir une importance. La première, je dirais, c'est en dehors de la classe. Fait que tout le côté parascolaire, dans le fond.
Ça fait peut-être 7 ans que je fais une activité parascolaire de jeu sur l'heure du midi là, pour les jeunes. Où on fait du jeu de société, mais on fait aussi du jeu vidéo. On essaie de mélanger un peu les deux. Parce qu'on se cachera pas que les jeunes, l'univers des jeux de société, c'est pas un univers qu'ils connaissent beaucoup. Souvent, ceux qui connaissent des jeux de société, c'est parce que leurs parents jouent à des jeux de société. Donc là, ils jouent avec leurs parents, donc leurs parents leur fait connaître des jeux. Sinon, ils connaissent pas beaucoup les jeux modernes, si on veut. Fait que souvent, les jeux vidéo, c'est ce qui attire le plus les jeunes, parce qu'à peu près tous les jeunes jouent à des jeux vidéo. Fait que ce que je faisais une activité midi de jeux vidéo rétro. Donc, j'amenais mes vieilles consoles à l'école, mon vieux NES, mon vieux Super NES, etc. Et je branchais ça sur des TV dans ma classe. On branchait aussi une console sur l'écran géant de la classe, là. Puis souvent, je mettais des jeux rétro, là. C'est des jeux modernes, mais des jeux qui ont une vibe rétro, là. On peut penser peut-être à Towerfall, là. Je sais pas si tu connais ça. Fait que Towerfall, là, ça a été un hit avec les jeunes. Bon, j'adore on ce branchait jeu. ça sur l'écran géant. Les jeunes jouaient à 4. Ils pouvaient jouer en compétitif, en coop. Fait que c'était vraiment cool. Ouais. Puis on faisait des jeux de société aussi dans le reste de la classe. Là, fait que on faisait acheter quelques jeux par l'école. La vie étudiante donnait un petit budget par année. On a monté une petite collection avec les années à l'école. Ah ouais, wow. Des fois, j'en amenais de chez moi aussi, là, mais c'est sûr que j'aimais mieux prendre les jeux de l'école. Bon, les jeunes font pas nécessairement tout le temps trop attention à ce qui est pas eux autres. Là. Mais c'est ça, c'est un autre débat. Fait que l'activité midi de jeu, je pense que ça permet aux jeunes d'avoir premièrement peut-être un petit moment de détente dans leur journée, tu sais, je vais aller gamer à midi, ça va me relaxer ou ça va me déstresser ou ça va me faire une activité le fun dans ma journée parce que bon, si c'est la journée qu'il y a français, maths, anglais puis sciences, il sera pas nécessairement heureux dans sa journée pour certains jeunes. Fait que bref, ça lui faisait un petit quelque chose dans sa journée de venir à l'activité de jeu. Puis c'est sûr que les jeux de société, ben, tu sais, ont tout un côté, je pense pour la socialisation aussi. Tu sais, quelqu'un arrive à l'activité midi, il est tout seul, je sais pas, ou il y a peut-être pas beaucoup d'amis, ou il y a de la misère à se faire des amis. Ah ben, viens-t'en, eux autres jouent à tel jeu, hey, vous avez un joueur de plus. Puis là, moi, je leur explique les jeux, fait que tu sais, ils n'ont pas à lire les règles. Fait que tu sais, je trouve que c'est facile d'embarquer quelqu'un. Tu sais, il arrive, personne va te juger là, dans ce local-là. Tu arrives, tu viens jouer, on vient s'amuser, on passe un bon moment, que tu aies beaucoup d'amis, que tu viens avec ta gang, que tu viennes seul, tu vas trouver des gens avec qui tu vas jouer. Fait que ça peut être sécurisant aussi pour certains jeunes d'avoir cet endroit-là, puis d'aller passer le midi là, plutôt que de te promener dans l'école, puis je sais pas, peut-être que tu te fais écœurer par du monde ou peu importe, là, mais ça fait un petit endroit calme puis une petite activité le fun dans sa journée. Fait que je pense que ça a été quand même important pour plusieurs jeunes d'avoir ce local-là puis cette activité-là. Effectivement, c'est intéressant parce que je pense que tu l'as bien nommé, tu as nommé un endroit sécurisant. Puis souvent, il y a cette ambiance-là, qu'on aille dans un pub, un café de jeu ou qu'on joue à des jeux de société avec des gens. Il y a un aspect très rassembleur, très inclusif. J'ai rarement vu ça. En fait, j'ai jamais vu ça dans les jeux de société. Quelqu'un qui dit, ben non, toi tu joues pas ou ben t'as pas d'affaire à jouer. Fait que c'est vraiment inclusif. Tant que les gens ont un intérêt pour le jeu, ben les gens peuvent jouer au jeu en fait. Donc, je trouve ça intéressant, comme tu nommes, cette activité-là midi de jeu, qui est vraiment un espace sécurisant pour les gens, puis rassembleur, où est-ce que tu peux aller seul ou en groupe, puis venir vraiment chercher la socialisation. L'intégration sociale est vraiment présente. Fait que t'as mis ce projet-là en place, puis de ce que j'en comprends, puis je trouve intéressant, c'est que l'école a semblé comme participer. Ouais, non, c'est ça, ça a bien marché. Quand même en accord avec j'avais rarement en bas de 15 à 20 jeunes. Pour une activité midi, c'est quand même beaucoup de jeunes là, dans une classe. Fait que ça avait un beau succès. Puis c'est drôle parce que la dernière grosse gang que j'ai eue à cette activité-là, je les ai eus quand ils sont en secondaire 1, ils venaient à l'activité. L'année d'après, en secondaire 2, ils venaient à l'activité. Puis là, après ça, l'année suivante, il y a un de mes collègues qui a changé d'école. Parce que nous autres, on a des écoles de cycle là, maintenant. Fait qu'on a secondaire 1, 2 dans une école, puis secondaire 3, 4, 5 dans l'autre école. Fait quand cette gang-là était rendue à secondaire 3, mon collègue, lui, a changé d'école. Fait qu'il a pu faire l'activité dans la deuxième école. Fait que là, ces jeunes-là en secondaire 3 ont pu y retourner. Cette année, ces jeunes-là étaient en secondaire 4. Fait que là, moi, je me suis envenu en secondaire 4. Fait que là, j'ai refait l'activité cette année, puis ils venaient encore tous à l'activité cette année en secondaire 4 pour jouer. Là. OK. Fait que t'as partagé vraiment une passion, puis t'as
te créer des futurs joueurs ou peut-être Puis des futurs justement, je les ai youtubeurs fait participer de jeux. dans certaines de mes vidéos. J'avais fait ça quand ils étaient en secondaire 2. J'avais filmé OK. 2 vidéos avec mes élèves. J'en ai une que c'est mes élèves qui présentaient le jeu en intro au début à la place de moi. Puis j'ai un vidéo où j'avais emmené un jeu avec moi à l'école. J'avais fait essayer à des élèves. Je pense que c'était Micropolis, là. C'était un petit jeu de fourmis de Bruno Catala. Les élèves l'avaient beaucoup aimé. Fait que dans le fond, quand j'ai filmé ma critique de jeu, on l'a filmé dans la classe. Fait que eux autres ont fait leur critique avec moi pour dire qu'est-ce qu'ils avaient pensé du jeu, tout ça. Fait que j'ai de mes élèves qui sont dans certains de mes vidéos. Puis j'avais aussi fait, justement pour rentrer un peu dans le prochain Wow! sujet qui est peut-être plus dans la classe, qu'est-ce qu'on peut faire. Quand j'avais fait la vidéo du jeu mot pour mot, le jeu de party du scorpion masqué, j'étais allé le faire dans la classe d'une de mes collègues qui enseigne en français. Fait qu'on a joué à mot pour mot avec les élèves dans la classe, puis on a fait la vidéo dans la classe. Fait que dans le fond, on a fait l'intro, moi, avec toute la classe. Après ça, on a filmé la partie qu'on a jouée. Fait que moi, j'étais allé chercher les petits morceaux de la partie. Moi, avant qu'on commence à jouer, j'expliquais le jeu. Fait que je me suis filmé pendant que j'expliquais le jeu aux élèves, que c'était comme l'explication. Puis après ça, on a filmé la critique, donc moi, l'autre enseignante, puis on a interrogé quelques élèves à savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé de ce jeu-là dans l'activité qu'on venait de faire dans la classe. Fait que ma vidéo de mot pour mot a aussi été faite dans la classe. Elle a vraiment été faite dans un contexte d'apprentissage, là, dans une classe de français. C'était du secondaire 1. C'est drôle parce que c'était des élèves de secondaire 1 il y a 3 ans. Fait que c'était mes élèves de secondaire 4 cette année. Fait que là, je me souviens, hey, tout était dans mon vidéo, hein, quand t'étais en secondaire 1. Fait que là, lui aussi s'en souvient. Fait que, tu sais, c'était facile de faire un lien avec ces élèves-là. Ben oui, c'est ça, ça a dû faciliter la connexion. Mais c'est vraiment intéressant parce que il y a tout le sentiment aussi on parlait du lien d'attachement à faire avec les élèves, mais tout le sentiment aussi de validation de participer à un projet comme ça. C'est pour plusieurs jeunes. Bon, on est dans un monde de technologie, mais c'est encore très mystérieux tout ce qui est le monde de l'editing puis la conception de vidéos. Donc, de pouvoir enseigner ça en même temps aux jeunes, de pouvoir enseigner le jeu, de pouvoir enseigner un jeu de société, qu'est-ce que ça prend pour pouvoir jouer à un jeu de société. Il y a le avant, l'installation, il y a le pendant, il y a le après. Donc, de vraiment tout montrer ces étapes-là, sûrement qu'il y a des jeunes, parmi ces jeunes-là, qui ont pogné l'amour pour les jeux de société. C'était drôle de les voir jouer parce que c'était un groupe de français secondaire 1 régulier. Fait que c'est des élèves peut-être un peu plus faibles. Là, tu sais, mot pour mot, c'est un mot où on doit trouver des mots qui sont en lien avec une catégorie, mais il faut les épeler comme il faut pour pouvoir que ça compte. Fait que là, c'était comme les élèves, hey, tel mot, puis là, ils commencent à l'épeler, puis là, un autre dit, hey, non, ça s'appelle pas de même, là. Puis là, il y a 2 P, il y a juste un P, là. Puis là, c'était le fun de les voir s'impliquer de la sorte. Puis tu sais, d'essayer de voir les jeunes qui épelaient bien les mots. Parce qu'on s'entend que quand ils chattent entre eux, qu'ils se textent, les jeunes, c'est un peu dur à comprendre, puis ça tourne les coins ronds, puis ils corrigent pas leur faute. Fait que là, c'était drôle de les voir jouer dans ce jeu-là, puis d'essayer de bien épeler les mots, puis trouver des mots qui sont longs, trouver des mots qui ont beaucoup de lettres, faire avancer beaucoup de lettres. C'était vraiment une belle activité. Puis je pense qu'ils ont eu vraiment du plaisir à faire tout ça, mais il y avait quand même une intention pédagogique en arrière de ça. C'était quand même, on a pratiqué du vocabulaire, on a épelé des mots, on a pratiqué la vitesse, il y a quand même plein de choses qui sont intéressantes dans ce genre d'activité-là, puis qu'on voit pas toujours du premier coup d'œil, là. Effectivement, puis ça m'amène un peu à te poser comme question, est-ce que tu as en tête d'autres jeux comme ça qui pourraient bien s'intégrer dans un contexte de classe ou encore Cette année, avec mes secondaires 4 de sciences, j'ai testé quelque chose, puis c'était assez ambitieux parce que secondaire 4, tout le monde te dit, secondaire 4, c'est une grosse année, c'est l'examen du ministère, on n'a pas de temps à perdre, on n'a pas de temps de niaiser. Puis moi, je m'en vais faire un jeu de société avec les élèves. C'est pas tous mes collègues qui me regardent puis sont comme mais bon, j'en ai pareil parce que avec mes convictions, je pense que ça avait sa place. Puis j'ai pris un jeu super simple, super populaire qui s'appelle Just One. C'est un jeu coopératif dans le fond de devinettes. On a des espèces de petites plaquettes effaçables qu'on va écrire dessus avec un crayon. Puis dans le fond, chaque joueur va écrire un indice, sauf un joueur qui lui essaie de deviner. Fait qu'on essaie d'écrire des indices qui sont en lien avec le mot qu'on veut faire deviner. Mais si on est plusieurs à écrire le même indice, les indices s'éliminent. Fait que là, faut réfléchir à dire, faut pas que je prenne un mot trop évident parce que quelqu'un va le mettre, ils vont s'annuler. En même temps, si on le met pas, ça va être plus dur. Fait que là,
quand même toute cette réflexion-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté le jeu Just One dans ma classe en sciences pour réviser le vocabulaire en chimie. Au début de l'année, on a tout le vocabulaire avec les atomes, électrons, protons, toutes ces choses-là. Donc, ce qu'on faisait, c'est que j'avais 7 élèves qui venaient en avant de la classe. Je donnais à chaque élève une des plaquettes du jeu avec un crayon. Puis là, dans le fond, moi, je choisissais le mot qu'il fallait qu'il fasse deviner. Puis là, bon, c'était des mots scientifiques. Moi, je l'écrivais sur un papier. Puis là, je pouvais écrire, exemple, électron. Puis là, je le montrais à mes 7 élèves en avant que le mot à faire deviner, c'est électron. Puis là, chaque élève écrit son indice sur sa plaquette sans le montrer aux autres élèves. Une fois qu'ils ont écrit leurs indices, ils se les montrent entre eux. Ils éliminent ceux qui sont identiques. Puis là, après, on lit les indices restants au reste de la classe. Puis le reste de la classe, il fallait qu'ils devinent le mot. Fait que là, c'était quand même le fun de voir que il faut que je fasse deviner électron. OK, mais là, c'est écrit négatif. Probablement que quelqu'un d'autre va l'écrire, c'est trop évident. Fait que là, je vais écrire Thomson, parce que c'est celui qui a découvert l'électron qu'on a appris aujourd'hui. Ou je vais écrire subatomique, parce que c'est des particules subatomiques. Fait que là, pourquoi les élèves, ils sortaient vraiment des bons mots pour les indices, puis ils fouillaient vraiment dans leur tête, puis de faire des liens avec tout ça. Puis juste cet exercice-là, d'essayer de réfléchir, puis de faire des liens avec ce qu'ils venaient d'apprendre, je pense que ça valait tout le côté pédagogique de cette activité-là. Je vois tout le positif que ça peut amener, tu sais, autant dans, on en parlait un peu tout à l'heure, mais le système scolaire est très axé sur la mémorisation, mais un peu, j'apprends puis je récite les choses très théoriques. Fait que d'aller chercher d'autres aspects de l'apprentissage, un peu plus vers le jeu, un peu plus, la mémorisation, mais aussi le travail d'équipe. Ça permet d'être aussi valorisant pour peut-être des étudiants qui ont moins de facilité dans le par cœur ou qui ont moins de facilité pour d'autres choses, mais d'aller développer ces habiletés-là d'apprentissage d'une manière coopérative. C'est une super bonne idée. Puis peut-être même que certains jeunes ont pu reprendre ça pour leur étude à la maison aussi. Différentes techniques d'études qui sont bien comme ça, sous forme de jeu. Au secondaire, il y a comme une loi non écrite que il reste 5 minutes au cours, je ferme mes livres, puis c'est l'heure du break. Là. Puis quand on jouait à Just One, là, mettons, on jouait les 10 dernières minutes du cours, là, ben ils voulaient pas serrer leurs affaires après à 5 minutes de la cloche. On continuait jusqu'à la cloche, puis ils sont comme la cloche est sonnée. En plus, ça maximisait le temps qu'on faisait ça. Ça prouvait à quel point les jeunes étaient impliqués dans cette activité-là, puis après, ils me le redemandaient. Aujourd'hui, on va-tu jouer à Just One? Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être prochain coup, on va avoir du temps. Ou, les élèves en redemandaient après, là. Effectivement. Puis, bon, là, j'ai amené un petit peu de psycho ici, mais on voit que l'apprentissage par le jeu, c'est vraiment populaire dans l'enfance. Mais justement, à l'adolescence, à l'âge adulte, c'est comme quelque chose qui est mis de côté, puis c'est comme si c'est plus sérieux d'apprendre par le jeu. Et pourtant, on reste des êtres vivants qui apprennent par l'expérience et le jeu. À la base de tout, si on observe un bébé, disons, il va apprendre en essayant les choses, puis il va apprendre en s'amusant. Mais de nature, on est comme ça. Donc, c'est vraiment intéressant de mettre le jeu dans l'apprentissage, parce que c'est vraiment ça qui vient tout chercher notre cycle de motivation puis qui vient nous engager dans l'apprentissage. Je pense que au niveau pratique, tu l'as bien démontré que les jeunes, les ados, ils ont voulu continuer à apprendre, même si la première fois, j'ai sorti étaient prêts à en donner encore. Il y en a qui me regardaient, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? On va faire un jeu, ouais. Finalement, ils ont embarqué, puis c'est eux autres qui en demandaient. Fait que, c'est sûr que c'est pas... Au secondaire, c'est peut-être plus rare, mais surtout en sciences, peut-être, c'est peut-être moins évident tout le temps, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent se faire puis qui vont avoir des belles intentions pédagogiques en arrière puis qui sont efficaces. Effectivement. Donc, d'aller vraiment contourner un peu la norme à ce niveau-là. Tu l'as un peu nommé, les autres professeurs t'ont regardé un peu étrange, d'aller contourner la norme, suivre tes convictions. Puis le jeu, ça fonctionne. Autant chez les jeunes que les moins jeunes. Parfait. Il y a autre chose que tu voulais ajouter sur d'inclure un peu plus les jeux dans le contexte de classe ou la combinaison? Sinon, j'ai un de mes collègues qui enseigne en anglais secondaire 5 cette année. Puis lui aussi, c'est un gros fan de board game. Puis, dans le fond, il fait une activité pour évaluer l'oral avec les jeux de société. Puis, dans le fond, je suis allé l'aider dans une de ses classes. J'avais un cours libre à un moment donné, puis là, il partait son projet. Je suis je vais aller t'aider, puis je vais parler avec lui, puis présenter des jeux aux élèves. Puis, bon, c'était drôle de le faire en anglais. Les élèves étaient comme, il s'est parlé en anglais. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves que j'avais de jeu en secondaire 2, qui étaient en secondaire 5.
Donc, dans le fond, lui, son projet, c'est qu'il amène plusieurs jeux dans sa classe. Il divise la classe en équipes, où les élèves se divisent en équipes de 3-4 joueurs, dans le fond. Chaque équipe va aller choisir un jeu à tour de rôle. Puis tout le long du projet, ils vont garder le même jeu. Puis dans le fond, la première période, ils vont lire les règles tranquillement ensemble. Évidemment, on a pris des jeux en anglais, fait que là, il y a le côté lecture en anglais qui embarque. Après ça, là, il faut qu'ils expliquent les règles aux autres, faut qu'ils jasent entre eux autres aussi pour comprendre les règles, placer le jeu, faire le setup. Après ça, la période d'après, là, ils savent un peu comment leur jeu fonctionne. Fait que là, ils vont placer leur jeu, là, ils vont essayer de jouer une vraie partie. Puis après ça, à la troisième, je pense qu'il va évaluer le setup s'il est bien fait, là, parce que là, ça fait comme déjà une fois et demie qu'il joue. Puis vraiment, la quatrième période, il va se promener d'équipe en équipe, puis il va juste évaluer l'oral. Dans le fond, les élèves, en jouant au jeu, ils discutent entre eux autres ou en anglais. Fait que là, le jeu devient comme un prétexte pour socialiser puis évaluer l'oral. Fait que tu sais, entre être évalué en oral en jouant un jeu avec tes amis ou faire un oral en avant de la classe où tu es full gêné, full stressé, que c'est un contexte un peu artificiel. Tu sais, je pense que c'est une vraie situation dans la vraie vie de jouer un jeu en anglais puis de jaser en anglais. Je trouve que le réalisme de l'activité est vraiment bien fait. Puis c'est clair que les élèves sont plus à l'aise d'être évalués à l'oral dans un contexte comme ça que de faire le fameux oral en avant que tout le monde haït. Fait qu'encore une fois, c'est une belle adaptation de jeux de société pour l'oral en anglais. En français, ça pourrait fonctionner aussi peut-être avec des jeux plus complexes, peut-être, je sais pas. Oui, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, tu as nommé un peu les étapes, mais tu as vraiment tout ce qui est la lecture qui est évaluée, tu as la compréhension de texte qui est évaluée, tu as l'interprétation, donc quand il place le jeu, et tu as l'aspect oral quand il y a de la discussion. Donc, c'est comme si, à travers le jeu de société, le jeune peut travailler toutes les habiletés à développer en anglais. Ce que tu nommes aussi qui est vraiment pertinent, c'est que je me catégorise moi aussi, là-dedans. Moi, quand j'étais jeune, j'avais une phobie des orales. Parler tout seul, surtout en anglais. Donc, ça m'est arrivé, je vais l'avouer, ça m'est arrivé de devoir faire des arrangements avec le prof pour faire un oral seul avec lui parce que j'étais beaucoup trop intimidée. C'était comme la coche d'exposition était beaucoup trop élevée. Fait que ce genre d'activité-là, moi qui ai de tempérament plus social, qui aime ça, le jeu, ça m'aurait beaucoup aidé quand j'étais jeune. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de voir que là, il y a des profs qui mettent ça en place. Ça doit beaucoup aider les jeunes qui ont plus de difficultés au niveau des habiletés communicationnelles, habiletés sociales ou tout ce qui est de parler tout seul devant un public. Ça doit les aider oui, parce qu'ils sont dans un contexte beaucoup plus confortable, donc c'est beaucoup plus facile pour eux de bien performer, je pense, que d'être en avant dans une situation vraiment inconfortable. Exactement, c'est ça. Fait que, wow, c'est vraiment intéressant comme concept. Puis, ça vient de me faire rappeler aussi qu'on parle là, des jeunes, mais quand j'étudiais au doctorat, j'ai une prof qui a fait ça. Donc, on avait... Et là, je vais te demander ton soutien ici, parce que je suis vraiment pas bonne pour les noms de jeux, mais tu sais, tu ramasses des pièces de triangle. OK. Trivial Pursuit. Trivia, oui, c'est ça, exactement. Puis, dans le fond, elle avait adapté ce jeu-là, mais pour étudier un peu la matière en psychologie. J'ai jamais eu autant de plaisir à apprendre. C'est ça qu'on peut voir que même chez les étudiants au doctorat, même chez les adultes, le jeu, c'est quand même une manière d'apprendre qui est vraiment agréable. Puis je m'en souviens encore aujourd'hui. Ça a été significatif. Sinon, très en classe, de gagner il y a une autre option. Oui, les activités d'apprentissage avec le jeu. Mais sinon, tu as des profs qui font carrément peut-être des petits privilèges avec des jeux de société. Ou de dire, tu sais, vendredi après-midi, je sais pas, on va prendre une demi-heure, on va faire un jeu. Ou aujourd'hui, on va prendre les 10 dernières minutes de la période, on va faire un jeu. Puis je trouve que c'est pas du temps mal investi. Il y en a qui voient ça des fois, pourquoi il joue, pourquoi il passe son temps à jouer. Tu perds pas ton temps à jouer, même si c'est un privilège. Je pense que ça peut aider beaucoup juste à créer ton lien avec les élèves au début de l'année. Je pense que ça peut être un bel outil à utiliser. Moi, j'ai utilisé le jeu TTMC cette année avec mes élèves. C'est un jeu de connaissances, dans le fond, où tu t'auto-évalues avant de répondre à une question. Fait que tu piges une carte. Exemple, la carte, c'est les Canadiens de Montréal. Puis là, tu te dis, moi, je connais vraiment rien en Canadien de Montréal. Fait que je vais m'auto-évaluer. Tu t'auto-évalues sur une échelle de 1 à 10. Puis tu as une question en fonction de la difficulté que tu as choisie. Fait que si tu connais rien, je vais prendre la question 2 parce que moi, le Canadien, je les connais pas pantoute. La question 2, elle risque d'être assez facile. Tu as des chances de l'avoir. Et tu fais tout le temps les points égaux à la difficulté de ta question.
Fait que si tu fais une question au niveau 6, t'as 6 points. Si tu fais une question au niveau 2, t'as 2 points. Fait que j'ai utilisé ce jeu-là avec les élèves souvent à la fin du cours. Là, il nous reste un petit 10 minutes ou un petit 7 minutes. On va faire une couple de questions de TTMC. Là. On fait gars contre filles ou on sépare la classe en deux pour que ça soit rapide. Là. Puis on se faisait une couple de questions comme ça. Puis tu as une catégorie de questions dans le jeu, puis c'est des matières scolaires. Là. Fait que c'est des questions d'histoire, géographie, sciences, maths. Fait que je prenais juste cette couleur de questions-là quand je faisais ça avec les élèves. Fait que ça a vraiment bien marché encore une fois. Puis tu sais, c'était le fun. Puis les élèves, encore une fois, embarquaient, ils continuaient à jouer jusqu'à la cloche. Ils se sentaient impliqués dans ce processus-là. Fait que même si il n'y avait pas nécessairement d'intention pédagogique en arrière de cette activité-là, je pense que c'était encore une fois utile pour le contexte de la classe, pour le lien avec les élèves, puis tout ça. Puis non, je pense que c'était aussi quelque chose que j'ai bien aimé faire avec mes élèves cette année. Là. Des petits jeux de fin de période de même là, pour relaxer un peu. Exactement. Puis, tu sais, on va pas se le cacher. Je pense que les jeunes aussi ont besoin de ça. Tout le temps qu'ils passent à l'école. Je dis souvent ça à mes jeunes clients, là, mais ils passent quand même la majorité de leur temps à l'école. Fait que c'est normal que le soir, exemple, quand ils reviennent chez eux, ils ont besoin de se vider un peu l'esprit, ou même en fin de période, justement, de juste prendre un temps juste pour avoir du plaisir, se redonner un petit bout d'énergie avant de continuer la journée. Je trouve ça vraiment intéressant d'inclure les jeux dans les périodes ici à l'école. Là, je trouve ça vraiment intéressant, le jeu que tu as nommé avec l'auto-évaluation. C'est un concept qu'on apprend quand on est jeune, mais qu'on maîtrise surtout quand on est rendu plus adulte, mais tout ce qui est le concept d'introspection. Donc, d'être capable de s'auto-évaluer, de dire, OK, où est-ce que je me situe? Qu'est-ce que je veux améliorer? Puis de pouvoir évaluer c'est quoi notre niveau de confiance à répondre à une question. On en parle beaucoup sur l'estime de soi, la confiance en soi. Puis on peut beaucoup retirer de ça. Je pense que j'ai pris en note, là, je pense que je vais l'introduire moi aussi dans mon intervention clinique. J'intègre aussi beaucoup des jeux en fin de suivi avec les clients parce qu'à un moment donné, parler 50 minutes avec un jeune, il peut trouver ça long. Fait qu'on joue à des petits jeux. Ce jeu-là permettrait justement de voir, OK, est-ce que c'est un jeune qui a tendance à mettre des 2 comme partout? Exactement. Puis là, de voir, OK, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Puis est-ce que vraiment c'est un 2 ou il a la tendance à comme se sous-estimer? C'est sûr que là, dans un contexte de grande classe, on peut pas faire ça avec chaque jeune. Ce serait un peu long. Mais je trouve ça intéressant, ce jeu-là, j'ai pris en note. Fait que merci du partage. Plaisir. Peut-être, bien, pour finir un peu ce podcast-là, de voir justement, est-ce que tu aurais des suggestions de jeux, avec toute l'expérience que tu as dans les jeux de société, est-ce que tu aurais des suggestions de jeux, des jeux que les familles pourraient mettre en place pour combiner enseignement, puis ludification, divertissement, des jeux qui s'adressent peut-être un peu plus aux jeunes, aux ados, ou des jeux que tu juges justement qui à part apportent de ceux qu'on un a nommés éducatif. pendant le podcast, là, souvent les fameuses tables de multiplication, là, apprendre les tables de multiplication, là, c'est tout le temps un peu un combat avec les parents. Fait que, au lieu d'essayer d'apprendre par cœur des tables de multiplication, peut-être de jouer à un jeu qui va impliquer des multiplications, ça peut être quelque chose d'intéressant puis de peut-être plus stimulant que de juste regarder tes petits cartons. Dans le fond, le jeu King Domino, un jeu super simple, c'est du placement de tuiles. On se fait une espèce de petit royaume, puis il faut essayer de connecter des terrains identiques pour essayer d'avoir le plus gros terrain pour faire plus de points. Puis il y a certains terrains qui ont des couronnes, puis dans le fond, ton score à la fin, c'est la grosseur de chaque type de terrain fois le nombre de couronnes. Fait que tu sais, une fois qu'il a fini sa partie, ben là, on va calculer tes points. Fait que là, OK, ben ton terrain de forêt, il y a 6 de grosseur, tu as 4 couronnes, 6 fois 4. Fait que tu sais, ça va comme forcer le jeune à faire des multiplications, mais dans un contexte de jeu. Fait que peut-être que ça va être plus le fun que les petits cartons de multiplication. Fait que je le conseille beaucoup, puis c'est un jeu un peu passe-partout. Là, je pense qu'à partir de 6-7 ans, tu peux réussir à jouer à ça. Fait que les quand même assez jeunes peuvent jouer. Puis même avec mes ados au secondaire, je l'ai emmené beaucoup l'année passée. Non, il y a 2 ans, je l'ai emmené beaucoup, puis les jeunes ont beaucoup joué avec King Domino. Puis j'avais même emmené Queen Domino après ça de chez nous, qui est un peu plus complexe. Fait que c'est aussi un jeu autant que les ados puis les plus jeunes vont apprécier. Puis c'est vraiment un très bon petit jeu. Fait que King Domino, ça serait ma première suggestion. OK, ouais, effectivement. Donc, de subtilement inclure des mathématiques, mais à travers le jeu. Ouais. Puis surtout, pour les parents, c'est de laisser les jeunes faire le calcul et de pas le faire à leur place. Tu as d'autres jeux en tête comme ça qui histoire, pourraient convenir dans ce contexte. Timeline.
pas si tu as déjà joué. Donc, c'est un jeu où on a des petites cartes. Dans le fond, chaque carte va avoir une date. Vraiment intéressant comme jeu. Quelque chose dessus. Là. Il y a plusieurs éditions de Timeline. Il y en a avec les inventions. Il y en a une avec l'édition québécoise. Donc, tu vas essayer de mettre tout ça en ordre chronologique que c'est arrivé. Mais tu vois pas les dates. Fait que tu vas avoir une ligne de temps qui va se faire au milieu de la table. Puis, dans le fond, à ton tour, tu vas jouer une de tes cartes de ta main. Puis, tu vas essayer de l'insérer dans la ligne du temps, dans le bon endroit là, pour que ça fitte avec les dates qui sont déjà placées. Fait qu'encore une fois, c'est un jeu très simple. C'est un jeu qui va nous faire voir certains événements marquants. C'est un jeu qui va nous faire voir les dates de tout ça. Donc, pour réviser de l'histoire et tout ça, voir des événements importants. Je l'avais acheté à mes nièces l'année passée ou le 2 ans, mes nièces, elles l'avaient reçu. Puis, tu sais, elles avaient comme peut-être 8-9 ans, puis ils tripaient à jouer à ce jeu-là, puis d'essayer de trouver les dates et tout ça. Fait que je pense qu'avec des ados, ça peut encore aussi bien fonctionner. Donc, Timeline, c'est vraiment un bon petit jeu avec un beau côté éducatif là, pour l'histoire, puis trouver des dates. Effectivement, je l'avais acheté, je pense, à mon petit frère. Je me suis rendu compte que je n'étais pas bonne en histoire, mais on apprend. À force d'y jouer, on finit par en retenir un peu plus. Sinon, le jeu de même, c'est un jeu où on a chacun des cartes. Oui. Puis le but, c'est de jouer les cartes en ordre croissant, mais sans se parler. Dans le fond, le niveau 1, on commence, on a chacun une carte. C'est comme facile. On va essayer de les jouer un après l'autre, mais en ordre croissant. Niveau 2, on a 2 cartes. Niveau 3, 3 cartes, etc. Fait qu'à un moment donné, ça devient quand même difficile. Puis, il y en a qui disent que ce jeu-là, c'est un peu n'importe quoi, mais en fait, ce jeu-là, ça devient des statistiques parce que, bon, si je sais qu'il y a 10 cartes en jeu, ben, il y a 10 cartes en jeu de 1 à 100. Fait que normalement, on devrait faire à peu près des bons de 10 entre chaque carte. Fait que ça te permet de gérer un peu plus ton risque puis de comprendre un peu la distribution statistique derrière tout ça. Comparativement à si on est rendu à 20 cartes en jeu, mais là, les bons vont être plus proches de 5. Fait que là, il va falloir jouer mes cartes peut-être plus rapidement parce qu'on va avoir des cartes qui sont plus rapprochées. Fait que je pense qu'il y a comme une analyse statistique à faire quand on joue à ce jeu-là si on veut performer puis devenir bon. Si on ne fait pas juste jouer n'importe quoi. Mais je pense qu'il peut y avoir cette petite intention-là pédagogique qui se retrouve en arrière de Mind. Oui. OK, comme le nom du jeu. Sinon, j'avais un jeu que j'ai laissé sur mon bureau dans la classe cette année que je voulais peut-être essayer de développer une activité avec des profs de maths parce que c'est un jeu qui fait travailler la géométrie. C'est un jeu qui s'appelle Mental Block. Dans le fond, c'est un jeu qui reprend les projections isométriques d'une figure en 3D. C'est un jeu coop. Chaque joueur va recevoir une carte et tu peux pas la montrer aux autres joueurs. Dans le fond, la carte, ça va être la vue de dessus, la vue de côté, la vue de devant, puis la vue de gauche puis droite, là, de la forme en 3D qu'on doit faire tout le monde ensemble. Puis on va avoir des espèces de blocs en styromousse de différentes formes, là, des carrés, des rectangles, des pyramides. Puis on va placer les blocs pour faire la structure au milieu pour que toutes les faces de tout le monde soient respectées pour qu'on fasse la bonne figure. Fait que c'est vraiment un beau jeu pour travailler ce côté-là en géométrie mathématique. Donc, si on voit ça un petit peu en sciences, là, les projections isométriques et tout ça, fait que c'est vraiment une belle activité. Je l'ai fait jouer à des élèves sur l'heure du midi juste pour tester. Ouais. Puis sont revenus jouer plus tard à ce jeu-là dans les midis d'activité. Ouais, fait que ça a vraiment bien marché. Fait que c'est un jeu qui fonctionne vraiment bien. Winner. T'as 60 figures en 3D différentes dans le jeu. Fait que t'as beaucoup de rejouabilité derrière ce jeu-là. Fait que c'est un beau petit jeu pour ça, pour le côté mathématique, géométrie en 3D. Là. Vraiment bon. Effectivement. Je pense qu'on a mis 2 mots intéressants, coop et le fait que ce soit qu'il y ait des pièces. Fait que c'est manuel aussi. Ouais, donc tout le monde a une partie des informations. Le côté apprendre par tout le monde est important. Tu sais, je parle pas de mon côté de quoi que l'air, on réussira pas à le faire. Fait que tout le monde se sent impliqué. T'as pas quelqu'un qui se sent laissé de côté des fois qu'on peut avoir dans certains jeux coop. Fait que, on parle aussi d'inclusion sociale, de coopération, travail d'équipe. C'est peut-être plus qu'il y avait des potentiels pédagogiques derrière. Là. Sinon, peut-être des jeux plus pour le divertissement pour les jeunes, les ados. Tu sais, des fois, des parents cherchent une activité à faire avec leurs jeunes ou ils veulent créer un lien avec leurs jeunes, justement, parce que c'est plus difficile à l'adolescence. Fait que d'avoir des jeux de société à la maison, ça peut servir à ça. Je pense qu'un des classiques qu'on a aussi à l'école, c'est King of Tokyo. Donc, classique jeu de dés où on joue des monstres qui doivent s'affronter. C'est un beau jeu pour les ados parce qu'on dirait que les ados, ils aiment ça les jeux où ils aiment ça les jeux compétitifs, ils aiment ça, tu sais, ils sont habitués dans les jeux vidéo, ils sont habitués de jouer à Fortnite ou à Call of Duty où on se tire dessus, c'est comme super compétitif. Tu sais, King of Tokyo, c'est un peu ça.
on joue des gros monstres, on veut détruire la ville, on veut détruire les autres monstres. Fait que souvent, les jeunes, dans ce concept de jeu-là, ils embarquent beaucoup, puis ils vont avoir beaucoup de plaisir. Donc, King of Tokyo, ça s'apprend bien, c'est assez simple, puis c'est toujours un hit, peu importe l'âge, que ce soit avec des ados, des plus jeunes, même avec des adultes. C'est un jeu qui joue quand même bien. Fait que je pense que c'est un classique à avoir, là. Si vous cherchez une activité à faire avec vos jeunes, King of Tokyo, ça peut être bon. Effectivement, c'est quand même rapide. J'avais joué une ou deux fois, puis je me trompe pas, c'est quand même rapide. Donc, dans les jeux familiales, exemple à la maison, on n'a pas tout le temps de faire des parties d'1 heure et demie. Puis on veut quand même créer un petit lien avec ses enfants, par exemple. Donc, ça se fait bien une petite partie de même avant de Sinon, si vous avez une grosse famille ou sinon si vous faites des soirées avec beaucoup de monde, on a un jeu qui pogne beaucoup à l'école qui s'appelle CS File. C'est un jeu où, dans le fond, il y a un meurtrier parmi les joueurs. Puis les autres joueurs, le but, c'est de deviner c'est qui le meurtrier. C'est un jeu qui peut ressembler un peu à Loup-garou, mais dans lequel il n'y a pas d'élimination. Fait que c'est un jeu, dans le fond, de déduction sociale. Fait que c'est un jeu qui va avoir beaucoup d'interactions sociales entre les joueurs. On va essayer de bluffer, de cacher qu'on est le meurtrier. On va essayer de mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Dans le fond, chaque joueur va avoir des cartes devant lui qui représentent des armes ou des objets qu'on a retrouvés sur la scène du crime. Puis on a un joueur qui va être comme un peu le maître de jeu, là, qui lui est le médecin légiste, qui va donner des indices sur des plaquettes sans parler. Puis dans le fond, selon les indices, nous, on va essayer de trouver c'est quoi la bonne arme puis le bon objet avec la bonne personne. Fait que là, je sais pas si le médecin donne comme indice que la victime est morte empoisonnée. Ah, ben là, toi, dans tes armes, t'as du poison, ou toi, t'as un serpent, c'était un serpent venimeux. Fait que là, le monde va commencer à s'accuser, puis à essayer de convaincre les autres que c'est lui le meurtrier avec telle carte. Fait que c'est vraiment un beau jeu pour les interactions sociales. On a un groupe d'élèves qui ont joué beaucoup avec ça cette année. Ça fonctionne vraiment bien. C'est un jeu qui joue jusqu'à 12. Là. Fait que, tu sais, idéalement, au moins 5-6 pour jouer pour que ce soit le fun. Mais pour les grosses gangs, c'est vraiment un jeu très, très bon et très, très le fun. Je me souviens une des premières fois que j'étais au Café Dragon pour jouer. J'ai joué à ce jeu, puis ça m'a permis de rencontrer des futurs amis. Oui, ça permet vraiment de socialiser, même si c'est un jeu où on s'entre-accuse. Je me souviens que c'était vraiment plaisant comme jeu. Tout l'aspect aussi détective qui est vraiment intéressant pour ceux qui aiment les jeux de Sinon, aussi dans le même style, mais avec une autre thématique peut-être, là, si vous tripez moins sur l'affaire de meurtre puis de mystère. Là. Donc, Bang, nos élèves ont beaucoup joué à Bang dans les premières années. C'est un jeu de Far West. Donc, c'est un jeu en équipe, en fait. Okay, mais les équipes sont cachées. Fait qu'on sait pas qui est avec qui. Donc, t'as le shérif qui, lui, dans le fond, tout le monde le connaît. Tout le monde sait c'est qui le shérif. Le shérif va avoir un adjoint ou des adjoints selon le nombre de joueurs. On va aussi avoir des hors-la-loi qui, eux, sont dans une autre équipe. Puis, on a le renégat qui est tout seul, lui, dans son équipe. Mais tous les rôles sont cachés. Fait que tu sais pas qui est avec qui. Puis c'est un jeu de cartes, mais il y a aussi une version jeu de dés où on va lancer les dés pour faire des actions, qui est peut-être plus simple. Et dans le fond, on va essayer de tuer les autres joueurs, dans le fond, pour faire remporter notre équipe. Il faut faire attention si on révèle trop nos cartes vite. Si j'attaque le shérif, ben là, on va savoir que je suis un hors-la-loi tout de suite. Fait que là, les adjoints vont me tirer dessus. Fait que là, le shérif va savoir c'est qui ses adjoints. Fait qu'il faut faire attention pour pas dévoiler nos cartes trop vite, puis essayer de semer le chaos. Fait que ça aussi, c'est très drôle comme jeu d'interaction sociale, avec le petit côté équipe, le petit côté rôle caché qui est intéressant aussi. Ça a été un jeu assez populaire avec nos ados là, à l'école dans les activités jeux. Mais lui aussi, il faut être au moins, je pense que c'est 4 le minimum, là, mais tu sais, si on est 5, 6, je pense que ça joue jusqu'à 7, là, à 5, 6, 7, c'est mieux qu'à 4 joueurs. Fait que des jeux pour des grosses gangs. Fait que tu sais, des jeux peut-être qu'à jouer dans des maisons des jeunes, des choses comme ça, des gens qui ont des grosses familles ou qui reçoivent de la visite régulièrement, mais c'est le genre de jeu qui peut bien fitter là-dedans. Effectivement, puis ce jeu-là, la première fois que j'ai joué, c'était quand je travaillais au camp de jour, justement, avec les jeunes du camp de jour. Donc, en attendant de faire des transitions, c'est un très bon jeu. De ton côté, est-ce que tu as d'autres jeux qui te venaient en tête ou qui t'es dit ça serait un super bon jeu à présenter? C'est ce que j'avais sur ma liste, je pense. Éducatif. Ça fait quand même une couple de suggestions. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y en a pas mal. Là. Genre, si les gens n'arrivent pas à trouver un jeu intéressant parmi ceux-là, ben, on va retourner à Monopoly. OK? Ah non, c'est un gros non. Donc, on a exploré plusieurs choses.
De ton côté, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais ajouter que j'ai pas abordé Ben, tous ou les enseignants, que tu comme dis on que l'a dit serait tantôt, on super dirait que le pertinent d'en jeu, parler c'est à très l'instant? présent pour les très jeunes. Tu sais, au primaire, je suis persuadé que la majorité des enseignants, en fait, doivent utiliser des jeux de société en classe, que ce soit un privilège, que ce soit une activité avec une valeur pédagogique. Je sais que ça se fait beaucoup au primaire. Au secondaire, on dirait que ça disparaît et c'est triste. Je pense que ça a encore beaucoup sa place. Puis il faut pas sous-estimer le temps que tu vas prendre Mhm. à faire un jeu. C'est pas du temps perdu, comme certains vont souvent le dire. C'est du temps pour faire travailler des choses différentes. Tu sais, ta matière dans ton cas, oui, elle est importante, mais on dirait que plus j'enseigne, puis moins je la trouve importante comparativement à tout ce qui est autour de ça. La pédagogie, ça va beaucoup plus loin que juste enseigner mes sciences, par exemple. C'est la façon de l'enseigner, c'est le lien avec l'élève qui est important. Je pense que ces choses-là ont autant d'importance que ta matière en tant que telle, mais je sais que pour beaucoup d'enseignants, c'est pas facile changer, sortir de ces vieilles pantoufles. On est confortable là-dedans. Ça ne tente pas d'essayer des nouvelles choses, mais ça marche. Puis on a intérêt à développer des choses comme ça. Mais n'ayez pas peur de l'essayer, puis c'est vraiment pas du temps perdu. Même si vos collègues vous regardent un peu bizarre, essayez-le, puis je suis sûr que vous allez avoir plein de bénéfices à utiliser des jeux là, en contexte de classe, que ce soit de la pédagogie ou non, que vous soyez des secondaires 1 ou des secondaires 5, ça marche quand même s'ils sont plus vieux. J'ai eu la preuve avec des secondaires 4. J'étais sceptique un peu quand j'ai essayé. Mais pour vrai, ça a vraiment bien marché. Puis c'est sûr que je vais Mhm. réessayer l'année prochaine. Et on est en classe ou à la maison, je sais pas trop, là, mais Idéalement en classe. c'est ça, à suivre. Super, ben, c'est un super beau message. Puis effectivement, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est d'essayer puis de pas avoir peur d'inclure les jeux de société. Que si jamais, pour les gens qui écoutent puis qui sont dans le domaine de l'enseignement, si jamais qui vous empêche de mettre des jeux dans votre pratique, c'est que vous connaissez pas c'est quoi les jeux puis que vous connaissez pas les règles du jeu. Ben, justement, la chaîne YouTube de Professeur Board Game est là pour ça, pour vous expliquer. Donc, vous pouvez apprendre des nouveaux jeux, apprendre à bien les maîtriser. Puis après ça, c'est la partie facile, en fait, c'est d'inclure les jeunes puis de jouer avec eux, d'inclure graduellement ça un peu plus dans votre pratique, puis de voir tous les effets positifs que ça apporte, autant au niveau de relation d'attachement, autant au niveau de l'intégration de la matière. Sur ces beaux mots, on va terminer pour aujourd'hui. Merci encore, David, d'avoir accepté de collaborer pour cette podcast. C'est vraiment intéressant d'avoir tout le partage de ton expérience en tant qu'enseignant, ton expérience en tant que joueur de jeux de société, puis de promoteur qui fait de l'enseignement et du Ça me fait partage à plaisir, travers c'était ta vraiment le chaîne fun. YouTube. C'est vraiment agréable de collaborer avec toi aujourd'hui. Pour tous ceux qui nous écoutent, bon, comme toujours, en fait, je vous invite, si jamais vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire part, vous pouvez m'écrire à ludipti20@gmail.com ou sur le blog de Ludipi. Je vais vous souhaiter en fait de passer une belle fin de journée